chantier immense. On va passer maintenant à la deuxième table ronde de cet après-midi, Monique. Alors, on va parler, eh bien, peut-être aussi d'autres formes de liens sociaux quand on évoque les fractures territoriales, par exemple. Alors, c'est le deuxième grand temps de cet après-midi. Nous changeons complètement de thématique et nous avons intitulé cette seconde table ronde « Apporter un grand souffle de décentralisation au service des citoyens » et nous nous demandions vers un nouvel acte 3, point d'interrogation. Alors, c'est une table ronde extrêmement importante aussi, comme étaient bien sûr les précédentes. Et nous allons donc avoir toujours des paroles de maires parce qu'elles sont essentielles aujourd'hui dans notre réflexion pour faire avancer les nouvelles solidarités et ce que nous appelons entre nous et au-delà le solidarisme. Donc je vais demander à David Valence. Voilà, David Valence, le maire de Saint-Dié-des-Vosges, qui est aussi vice-président de la région Grand Est délégué au transport et pour le Parti radical, secrétaire national aux institutions, aux collectivités locales et à la démocratie participative. Alors, Jean, parole de maire et puis les experts. Et puis les experts, puisque nous avons dit que cet après-midi, nous étions en interactivité entre les maires et les experts, entre guillemets. Nous allons donc appeler le recteur Gérard François Dumont. Voilà, les géographes, économistes et démographes, avec la revue, je crois, qui est d'ailleurs dans vos pochettes, des participants à ces universités d'été, cette revue Population et Avenir. Parce qu'effectivement, ce qu'il y a de bien avec la démographie, c'est que c'est une science prévisible, où on peut voir ce que les défis à relever. On évoquait à l'instant le défi du vieillissement de notre société. Et là, on peut mesurer les choses. Et Jean-Luc Boeuf. Jean-Luc Boeuf, haut fonctionnaire territorial, qui participe très activement aux travaux de l'Institut Montaigne. Alors, ce devoir de réserve fait qu'il ne vous dira pas qu'il a dirigé de grandes collectivités comme des régions, départements, Franche-Comté, Bouches-du-Rhône, mais aussi des villes comme Quimper, et qu'il est aussi un des rares hauts fonctionnaires qui a une réflexion qui se traduit dans une matière éditoriale. Et je crois que ça sera intéressant de partager avec lui cet après-midi également des orientations sur les politiques locales et les libertés locales. Bon, alors, David, la parole est à toi. Voilà, et puis ensuite on retrouvera dans un deuxième temps de cette table ronde les questions de ruralité avec Daniel Chassaing, le sénateur de la Corrèze. Et puis on ouvrira aussi la fenêtre au dehors de l'Hexagone en regardant ce qui se passe chez les autres. Et on invitera à ce moment-là Michel Schaeffer, qui est élu néerlandais. Mais on va commencer... Voilà. Et parmi les questions qui apparaissaient sur les tweets, on nous demandait quelle était notre position effectivement par rapport à l'Europe, comment nous voyons l'évolution de nos collectivités par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc Michel Schaeffer, si vous voulez, vous pouvez déjà vous approcher. Voilà. Et Daniel Chassaing est là déjà ? Ben voilà, on sera au complet, ça sera parfait. Alors, même méthode que tout à l'heure, un élu qui nous signale et qui éclaire la question à partir des enjeux. Et là, monsieur le sénateur, bonjour. Et là, c'est David Valence qui ouvre ce débat. Oui, alors, ce que j'avais prévu de faire précisément, c'était de situer les enjeux. Parce que quand on parle de décentralisation, il y a un écueil à éviter absolument. C'est celui qui consiste d'emblée à se dire est-ce que le département doit pouvoir faire plus ? Est-ce que la région doit pouvoir faire plus ? Est-ce que les intercommunalités doivent pouvoir faire plus ? Est-ce que les communes doivent pouvoir faire plus ? Sans se poser les bonnes questions, qui sont des questions qui relèvent tout simplement du rapport entre l'État et les collectivités territoriales au sens large. Et une fois qu'on a posé ces enjeux, après seulement, et en ayant en tête les réponses qu'on souhaite apporter à ces questions, on peut se demander qui doit faire quoi. Dans ces enjeux que pose le rapport entre l'État et les collectivités territoriales, il y en a un qui est historique, qui peut nous apparaître un peu dépassé, mais qui est remis au premier plan
par certaines des évolutions que nous voyons dans d'autres pays européens. La première raison pour l'État de repenser ses rapports avec les collectivités, c'est le contrôle. Et historiquement, le développement de l'État en France s'est fait pour contrôler des puissances centrifuges et les amener à être au contraire centripètes. C'est pour cela que l'État français s'est constitué en méfiance et en distinction de l'État féodal. Et ça paraît loin de nous, mais à chaque fois qu'on repose la question du rapport entre l'État et les collectivités, il faut bien se dire que on ne doit pas perdre de vue la nécessaire unité nationale. Et là c'est un élu des Marches de l'Est qui nous le dit. Et là, on pense évidemment à ce qui s'est passé par grignotage dans des États voisins, où finalement, d'une évolution institutionnelle relativement naturelle, y compris dans des pays très centralisés comme la Grande-Bretagne, on en arrive à se poser ensuite la question de l'unité. Donc la question du contrôle, évidemment, elle réapparaît dans le contrôle a posteriori plutôt qu'a priori, contrairement à ce qui se faisait autrefois, mais elle est essentielle pour penser ces rapports entre collectivités et l'État. Veut-on un contrôle fort, un contrôle faible, une unité forte, une unité faible? La deuxième question très importante, c'est celle de l'efficacité de nos politiques publiques. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Et comment une compétence doit être exercée? Par exemple, l'emploi. Vous savez qu'à plusieurs reprises, y compris dans les derniers mois du gouvernement Valls en 2015-2016, la question d'une décentralisation expérimentale des politiques de l'emploi au profit de certaines régions était posée sur la table parce que l'État faisait le constat d'une relative inefficacité de l'écosystème qui doit amener les chômeurs à retrouver de l'emploi en France et les employeurs à trouver des employés. Et cette question de l'efficacité des politiques publiques, elle est évidemment centrale dans l'ensemble des décisions qu'on doit prendre en matière de décentralisation, que ce soit pour dire que certaines de ces compétences doivent aller à la commune ou au contraire remonter vers des échelons plus vastes. Et c'est d'ailleurs la question de l'efficacité, ce qui, par exemple, a amené le gouvernement à reprendre une grande partie de la formation professionnelle aux régions en estimant, je ne ferai pas de jugement là-dessus, qu'une quinzaine d'années de décentralisation n'avaient pas fait preuve de son efficacité en matière de formation professionnelle. Le troisième élément, c'est la question de la justice, qui est évidemment très importante dès lors qu'on traite des rapports entre l'État et les collectivités. La justice, parce que décentraliser, ça ne doit pas non plus vouloir dire que les moyens produits sur place restent sur place. Décentraliser doit nécessairement s'accompagner d'une politique de justice territoriale. Et justice territoriale, ça veut dire que l'État doit pouvoir assumer parfois de mettre plus de moyens, soit dans certaines catégories de collectivités. C'est par exemple la politique en faveur des villes-centres, enfin des centres-villes, des villes moyennes. Action cœur de ville, actuellement. Soit même vis-à-vis de certaines parties du territoire. Et ça, aujourd'hui, on a du mal à l'assumer. Mais ce qui fait un grand pays, c'est la capacité à dire il y a des endroits où ça va plus mal que d'autres. Et donc, proportionnellement, on doit pouvoir assumer d'y consacrer davantage de moyens. Ou la politique de la ville avec Jean-Louis Borloo en est l'exemple. Qui était la plus grande politique de construction et de destruction en France depuis la Libération. La plus grande politique d'aménagement du territoire quasiment depuis la Libération. Et puis la dernière question qui se pose nécessairement pour penser ces rapports, c'est celle de la participation citoyenne. Et c'est une question qui n'est pas si neuve que ça, mais quand même, qui a pris de la force et qui a plutôt aimanté les politiques publiques vers plus de décentralisation depuis les années 60-70, c'est-à-dire globalement depuis que les citoyens ont essayé de s'investir encore plus et de contrôler encore plus les politiques publiques. Et cette exigence donc de participation citoyenne, d'inclusion du citoyen dans la prise de décision, aujourd'hui, elle semble jouer en faveur d'échelons plutôt de proximité, mais
J'ai bien entendu ce qui a été dit ce matin par un collègue élu et puis par un expert. En même temps, organiser la concertation, en dehors du mode artisanal que tous les maires connaissent, en étant visibles dans les rues de leur commune et en étant interpellables dans les rues de leur commune, eh bien, organiser la concertation, ça prend du temps et ça coûte cher. Et donc, il faut à chaque fois se demander comment cette participation citoyenne et comment la décentralisation peut répondre à cette exigence de participation citoyenne. Je terminerai cette introduction en disant deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le contexte qui est celui que nous vivons sur cette question de la décentralisation, il est double et un peu contradictoire. On a d'une part, on croit sentir parfois, et surtout, il faut bien le dire, en début de mandat présidentiel, quel que soit le chef de l'État. On a parfois on sent souvent dans les débuts de mandat présidentiel, une volonté plus ou moins claire de recentraliser. En se disant, finalement, quand on est un décideur public, la meilleure façon de faire quelque chose vite qui se voit auprès des citoyens, c'est de reprendre les choses et de les faire soi-même quand on est l'État. Et cette tentation-là, elle est présente aujourd'hui, comme elle était présente il y a 5, 10 ans ou 15 ans. Mais elle est peut-être plus présente depuis une dizaine d'années qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Et puis la deuxième tendance, c'est celle qui amène l'État, de façon régulière, à se dessaisir de politiques publiques parce qu'il n'a plus le moyen de les assumer. Et singulièrement dans le domaine dont je m'occupe avec mes collègues conseillers régionaux dans le Grand Est, c'est-à-dire la question des transports, on voit bien que de plus en plus, que ce soit sur la question des infrastructures ou sur la question, et là ça fait plusieurs dizaines d'années, du matériel, mais sur la question des infrastructures, l'État n'est plus en capacité de faire face aux obligations qui sont les siennes sur son patrimoine, et on demande aux collectivités de s'y substituer sans le leur demander et sans leur ouvrir de nouveaux droits, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes une région, vous pouvez vous retrouver à payer 80 ou 90% des travaux sur une voie ferrée et en même temps à continuer à payer les mêmes péages et à avoir les mêmes discussions avec SNCF Réseau qu'avant, quand vous ne payiez pas l'infrastructure. Donc, cette double évolution, il faudra bien qu'on en sorte. Et il faudra bien qu'on fasse un choix clair en matière de politique publique vers soit une décentralisation assumée. Est-ce qu'elle passe d'ailleurs par un grand soir législatif? Ça n'est pas forcément certain. Soit vers quelque chose qui serait un statu quo parce qu'on pense, ce qui n'était pas loin de ce qui était parfois dit il y a quelques années, parce qu'on pense qu'on a beaucoup bouleversé le système et que dans le fond, il faut que tout ça repose avant de germer à nouveau. Et puis le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il faut, pour faire ce choix, qui je crois, auquel nous appelons radicaux, de plus de décentralisation, il faut se donner du temps, le temps de construire une vraie philosophie de l'action et quelque chose qui va durer. Il n'y a rien de pire en matière de décentralisation que les réformes bricolées, comme l'a été par exemple la réforme Raffarin de 2003-2004, qui a été entamée pour renforcer les régions et qui finalement a renforcé les départements, en tout cas à court terme. Voilà ce que je voulais simplement poser sur la table pour lancer. Alors justement, il y a ce mot de justice que tu as employé, qu'on peut traduire aussi par équité entre les territoires, que peut-être, monsieur le professeur, on aurait appelé autrefois aménagement du territoire. En tout cas, la nécessité dans cette relation État, collectivité locale, citoyen, de trouver un équilibre dans ce pays bien particulier qu'est l'Hexagone. Il est clair que la France n'a plus de politique d'aménagement du territoire depuis un certain nombre d'années. Et là, je fais le lien avec la table ronde précédente, puisque je vois bien les efforts qui nous ont été expliqués par la région Grand Est pour l'équipement numérique. Mais en réalité, l'article 1 d'une politique d'aménagement du territoire, ça devrait être d'assurer l'égalité numérique entre les territoires. Et ça, c'est bien un rôle régalien de l'État. Donc il faut se féliciter de tout ce qu'on fait, ce que font les collectivités territoriales, qui jouent un rôle de supplétif d'un État défaillant.
Mais quand je vois le département de l'Aveyron, qui s'entend avec le département du Lot, si ma mémoire est bonne, et avec le département de la Lozère, pour essayer d'installer la fibre dans ces 3 départements, évidemment, le rapport de force qu'il a avec les opérateurs est beaucoup moins important que si c'était l'État. Donc, commençons par faire une politique d'aménagement du territoire. Mais en même temps, il y a 50 ans, l'électrification du pays, elle a été portée par les collectivités locales, par des grands syndicats, et c'était des projets des élus. N'oubliez pas, justement, alors là, si vous voulez revenir à ce passé, n'oubliez pas quand même la nationalisation française qui a été absolument essentielle et qui rend aujourd'hui très difficile la transition écologique compte tenu des mauvaises habitudes que nous avons prises. Avant 1945, il y avait un certain nombre d'entreprises qui fabriquaient elles-mêmes leur propre énergie et on leur a interdit. Donc, revenons pas sur ce passé. Mais je voudrais revenir au cœur du sujet, qui est la question de la décentralisation. En fait, chacun sait ici que depuis un certain nombre d'années, la France ne se porte pas bien. Il suffit de regarder les chiffres du commerce extérieur, notre endettement ou notre situation de l'emploi. Or, il importe de bien comprendre que l'avenir d'un pays comme la France suppose que la France marche sur ses 2 jambes. L'une de ces jambes, c'est la mise en œuvre d'une bonne politique macroéconomique, et ça je laisse chacun juger de savoir si la politique macroéconomique actuelle est bonne ou mauvaise, mais l'autre jambe, ce sont des politiques de développement local qui réussissent. Donc il importe effectivement d'avoir un cadre général qui facilite ces politiques de développement local. La décentralisation, dans son premier acte de 1982, l'a effectivement facilité. Et d'ailleurs, dans quel état seraient les territoires français s'il n'y avait pas eu la décentralisation de 1982 ? Qu'on pense au patrimoine scolaire, monsieur le recteur, hein, les collèges Pailleron. D'abord, les élus étaient prêts à prendre leurs nouvelles responsabilités, notamment parce qu'ils voyaient ce qui se passait dans des pays étrangers, et donc ils les ont pris, et c'est la raison du bon état d'un certain nombre de nos territoires. Mais cette phase de décentralisation n'a en fait, au regard de l'histoire, duré que 15 ans, que j'appelle les 15 glorieuses de la décentralisation. Parce que si vous examinez les décisions et les lois territoriales prises depuis la fin des années 1990, vous constaterez que la quasi-totalité sont des textes de recentralisation, y compris d'ailleurs ce qu'on appelle l'acte 2 de la décentralisation. Parce que cet acte 2, quand on l'étudie finement, c'est une décentralisation centralisée. C'est-à-dire, effectivement, l'État a transféré un certain nombre de compétences, mais il a fixé des normes et des procédures extrêmement rigides qui n'ont pas donné de véritable marge de manœuvre. Et la recentralisation s'est poursuivie au fil de nombreuses décisions en matière fiscale. Je n'ai pas besoin ici de les énoncer. Donc, il est nécessaire effectivement de décentraliser, de revenir à la décentralisation, tout simplement parce que l'histoire nous montre que la subsidiarité, ça marche. C'est-à-dire que les réussites territoriales se font à partir du moment qu'on permet aux responsables et aux acteurs locaux d'avoir la liberté d'agir. L'ont-ils aujourd'hui autant qu'hier ? La réponse, elle est non. Elle est non, d'abord, en matière fiscale, je n'y reviens pas. Elle est non également en matière de décision publique. Nous sommes tombés dans une maladie que moi j'appelle la schématite aiguë. C'est-à-dire que nos collectivités territoriales sont tenues par les réglementations de rédiger des schémas. Et non seulement il faut rédiger ces schémas, mais la réglementation est faite de telle façon que les contraintes dans la rédaction de ces schémas est très forte et donne une liberté d'action relativement faible. Et en plus, la rédaction de tous ces schémas est extrêmement chronophage pour les élus et leurs collaborateurs. Alors que l'avenir de la France, il ne tient pas dans les schémas, il tient dans les projets. Et d'ailleurs, faites le tour de la France, regardez les territoires qui réussissent, ce ne sont jamais des réussites qui sont issues de schémas, ils sont toujours issus de projets. Et donc, il faut revoir cet élément, et cet élément, il est tout à fait essentiel, parce que justement, dans une certaine mesure, c'est vrai qu'on en a pris conscience,
on parle du terme de différenciation, on parle du terme d'expérimentation. Sur cette question-là, de l'expérimentation, j'ai été auditionné au Conseil d'État qui a été chargé par le Premier ministre de rédiger un rapport sur l'expérimentation. Quel a été mon raisonnement? Mon raisonnement a été le suivant: la meilleure expérimentation, c'est celle qui ressortirait d'une libre administration des collectivités territoriales. Autrement dit, nous avons des lois tellement contraignantes, à commencer par la loi NOTRe, tellement procédurales, qu'en fait, elles ne permettent pas à chacun de s'adapter en fonction de ses réalités. Je m'explique, si vous permettez, par 2 exemples. Premier exemple, il s'agit d'une communauté d'agglomération. Dans cette communauté d'agglomération, il y a des zones d'activité artisanale dans des gros bourgs de 1500, 2000 habitants. La communauté d'agglomération se réunit, constate que ces zones d'activité artisanale sont très bien suivies, que le maire de ces gros bourgs connaît ses artisans par cœur, qu'il est toujours à leurs petits soins, si je puis dire, en fonction de leurs besoins, et donc dit, laissons les choses en l'état. Lettre comminatoire du préfet au président de la communauté d'agglomération: vous êtes tenu de faire en sorte de gérer ces zones d'activité artisanale à l'échelle au-dessus de la communauté d'agglomération. Donc, résultat, ce sont évidemment des fonctionnaires qui vont les gérer, plus loin du terrain, connaissant mieux les personnes, et tout cela va coûter plus cher. Deuxième exemple, une autre communauté d'agglomération qui est relativement importante et qui n'est pas contre la mise en œuvre d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Sauf que, compte tenu de la géographie de cette communauté d'agglomération, elle considère qu'en fait, il lui faut plusieurs PLUI, c'est-à-dire pas un seul PLUI pour l'ensemble du territoire, mais plusieurs correspondant aux spécificités de chacun des territoires de l'intercommunalité. Même chose, l'aide du préfet qui dit loi NOTRe, c'est pas possible. Bon, donc, l'objectif premier, à mon sens, c'est effectivement de simplifier les lois pour que chacun, en fait, puisse s'adapter en fonction des réalités locales. Et simplifier des lois et permettre la libre administration, c'est aussi évidemment, je suis obligé d'en parler puisque c'est venu au dernier Conseil des ministres, de parler de la question de la limitation du nombre de mandats. Là aussi, lorsqu'on se rend compte de ce qu'est la gouvernance territoriale, il est évident que pour arriver structurellement à redonner une dynamique à un territoire, il faut du temps, surtout compte tenu de la complexité des réglementations. Et toutes les réussites territoriales qui existent en France, ce n'est jamais que, enfin c'est toujours, quand des maires ont pu poursuivre sur plusieurs mandats le redressement de leur J'étais il y a quelques temps avec Pierre Meignery à Vitré, c'est exactement ça. N'avoir que 3 mandats, c'est-à-dire 18 ans, en fait c'est n'avoir que 12 ans, parce que le dernier mandat, vous perdez de la légitimité, parce qu'on sait que c'est votre dernier mandat, et donc on pense qu'au successeur, et donc vous n'avez que 12 ans. Et ça, c'est une absurdité totale, ou alors, moi je dis, si effectivement on considère qu'au bout de 18 ans, un maire est devenu incapable, et donc il faut l'éliminer du droit de pouvoir être candidat à sa mairie, il faut faire la même chose, je l'ai été pour les hauts fonctionnaires, au bout de 18 ans, tout haut fonctionnaire doit quitter la fonction publique. C'est une proposition que je vous fais, vous pouvez faire une proposition de loi, messieurs les députés, mesdames les sénateurs. On peut peut-être garder voilà pour d'autres quelques éléments, et je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. On va continuer le tour de table avec Jean-Luc Boeuf. Et un sujet qu'on a évoqué aussi ce matin avant la convention des territoires, qui est l'articulation entre la commune et l'intercommunalité. D'ailleurs, j'en profite, puisqu'on évoque l'intercommunalité, vous parliez de la préparation des élections pour ceux qui veulent être aujourd'hui maire adjoint ou conseiller aux prochaines municipales. Pensez aussi qu'il y a le fléchage pour la participation, pour être conseiller communautaire dans votre intercommunalité. Et c'est très important, c'est cette double dimension avec ce projet
qui fait un peu peur de revenir aujourd'hui, après le grand débat du printemps dernier, sur les compétences des intercommunalités, trouver la bonne articulation. Le président de l'agglo Loire-Forêt, ce matin, le maire de Montbrison, nous disait, mais là, est-ce qu'on ne risque pas aussi d'avoir un recul? Certes, il faut donner de la liberté, mais depuis le début de l'après-midi, on a beaucoup insisté sur le projet, et le projet, il se porte à l'échelle d'un territoire. Comment trouver la bonne articulation? Et là aussi, je me tourne vers le haut fonctionnaire territorial, parce qu'on a un peu reproché aux fonctionnaires territoriaux d'avoir technocratisé l'intercommunalité. Laurent Hénard, ce matin, disait, il ne faut pas oublier qu'avant tout, une intercommunalité, c'est une coopérative. Et dans EPCI, il y a le mot de coopération. Comment est-ce qu'on n'en a pas fait aussi une sorte de super communalité, et comment retrouver de la respiration dans tout ça? Je ne vais pas commencer par la référence au siège de Chalut, puisque c'est le début des chartes communales un petit peu après. Mais avec la question de Jean, je vais y aller sur la loi de 1884. Parle bien près du micro. Et notamment un de ses articles fondamentaux pour moi, c'est le 61, je crois. La commune règle par ses délibérations, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Et la grosse difficulté aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, de l'articulation entre la commune et l'intercommunalité, c'est que d'une part, vous avez une entité proche des gens qui a un pouvoir d'ensemble, et de l'autre côté, vous avez un syndicat à qui on délègue certaines communes. La difficulté, c'est que certaines compétences, pardon. La difficulté, c'est qu'en déléguant certaines compétences, ça peut marcher très bien sur le papier à un moment donné, mais quand on recolle avec les premières tables rondes que nous avons eues tout à l'heure, le numérique, l'évolution du social, les besoins et les compétences ne sont pas du tout les mêmes qu'elles n'étaient en 92, 99 et 2015. Donc pour moi, aujourd'hui, l'une des difficultés de l'interco, elle tient à ça. Un pouvoir général dans un cas, des compétences déléguées d'autre part. Pour ce qui est de l'articulation et de la technocratisation entre les élus et les services, c'est une responsabilité, pardonnez-moi, elle est partagée. C'est-à-dire qu'elle est pour moi l'une des résultantes de la fin du cumul des mandats. C'est-à-dire qu'on a des élus qui ont donc moins de mandats et à vouloir en faire presque une profession, eh bien, se pose la difficulté, et c'est un des soucis aujourd'hui de la démocratie locale, entre la réflexion et l'action. La réflexion, c'est est-ce qu'on prend suffisamment le temps pour se poser sur quelque chose? Exemple concret, des orages violents dans une partie du territoire, vous le connaissez tous, nous le vivons tous. Immédiatement, il faut prendre des mesures. Alors on se tourne vers qui? La première collectivité qu'on va trouver à peu près rapidement, c'est le conseil départemental. Manque de peau, il y a la loi NOTRe. Oui, mais on peut faire une exception, c'est des territoires, c'est de l'aménagement, donc on va regarder vers les intercos. Est-ce que l'interco porte une partie de la compétence? Et puis on va se tourner vers l'État de catastrophe naturelle, en oubliant au passage que l'état de catastrophe naturelle n'apporte strictement rien au point de vue des agriculteurs face à la difficulté qu'ils rencontrent. Donc pour moi, cette difficulté depuis plusieurs années de l'articulation entre une commune qui a ses compétences générales et l'interco, c'est quelque chose qui ne peut pas se traiter par la loi, mais qui ne peut que se traiter au début de chaque mandat. Je prends un exemple. Début 2014, donc élection municipale bien sûr et intercommunale fléchée. À l'époque, l'une des questions qui était sur le tapis, c'était celle de la sécurité. Et donc il était demandé aux intercos de se prononcer sur le fait, donc mairie par mairie, puis au niveau de l'interco, est-ce que le maire renonçait à ses compétences de sécurité pour les passer à l'interco? La réponse, c'est pas besoin de faire de grands débats, que ce soit une commune grande ou petite, le maire garde ce lien fondamental qui est celui de la sécurité, qui fait d'ailleurs pour lequel il a encore ce pouvoir symbolique qui est celui de l'écharpe. Deuxième élément de réponse pour l'interco, c'est la question financière. En deux mots, les budgets cumulés des intercos, c'est à peu près 35 milliards, 37, 40 milliards. C'est pas plus que les régions. Mais les communes, elles ont encore plus de 120 milliards en budget cumulé. Donc dans la somme des actions conduites tous les jours, le pouvoir financier concret, il est dans les mairies. La difficulté aujourd'hui, dans les prochaines semaines que vous allez vivre, que nous allons vivre sur les territoires, c'est la question de la fiscalité locale, non pas de faire ou de ne pas faire, mais en n'oubliant pas un seul chiffre. Le coût pour l'État de la suppression de la taxe d'habitation, que personne ne demandait, c'est 25 milliards. 25 milliards. Et aujourd'hui, au fil des mois, on peut entendre égrener par-ci par-là des plans à 50 millions, à 30 millions, à 20 millions, à 10 millions, alors que l'État a déjà dû absorber sur les finances publiques chaque année
Alors non pas 25 milliards puisqu'il le fait en plusieurs fois, 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, 25 milliards. Pour vous donner l'ordre de grandeur de la nasse dans laquelle l'État français s'est enfermé, 25 milliards, c'est à peu près le montant du budget des forces armées en un an. Et chaque année à partir de demain. Donc ça veut dire que pour moi, la question pour les intercommunalités, c'est une articulation à proposer au début de chaque mandat, et c'est une question financière à traiter entre non plus le contribuable local intercommunal et le contribuable local communal, mais entre le contribuable national vers qui l'on se tourne de plus en plus et l'usager local, qu'il soit communal ou intercommunal. Mais la marge de manœuvre et la marge de maîtrise, que ce soit de l'élu communal ou intercommunal, elle se réduit chaque année énormément. Elle est égale à 0 pour les régions. Vous en parliez tout à l'heure pour la partie ferroviaire. Si une région décide aujourd'hui de mettre en place des mesures financières complémentaires pour financer ses transports, elle ne peut pas utiliser le levier fiscal. Si un département aujourd'hui décide d'utiliser des actions complémentaires, il ne peut pas le faire parce que la pression sur sa fiscalité est telle que d'ailleurs en plus on est en train de la lui supprimer. David Valence, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit, et puis plus généralement aussi sur cette bonne articulation pour éviter, à quelques semaines des municipales, quand vont se faire des projets communaux, de ne pas construire, d'oublier de construire aussi le projet du territoire intercommunal, où là, se joue vraiment des questions d'aménagement, des questions structurantes aussi, avec des investissements dans les politiques environnementales. Comment trouver cet équilibre? Mais d'abord, une réaction à ce que vous venez d'entendre. D'abord, je pense que le recteur Gérard-François Dumont a posé la bonne question. Comme un des gradients d'autonomie des collectivités, l'autonomie financière. La capacité, si on veut mener des politiques publiques plus ambitieuses, il faut utiliser les grands mots, à augmenter la fiscalité, parce que dans un certain nombre de cas, ça peut être compris quand il y a des politiques d'équipement volontaristes, etc., etc. Et c'est vrai que là, on est dans une situation très paradoxale selon les collectivités, et ça fait du bien de le rappeler, comme ça. On a d'un côté des communes et des intercommunalités qui, sur le plan fiscal, jusqu'ici, étaient relativement autonomes. C'est-à-dire que la part de la fiscalité dont elles décidaient du taux était très majoritaire dans l'ensemble de leurs recettes fiscales jusqu'à présent. Donc elles avaient la capacité, si elles le souhaitaient, si elles voulaient faire plus ou mieux, de jouer sur cette fiscalité. Souvent en début de mandat, c'est plus prudent. De l'autre côté, on avait les départements qui avaient encore un peu d'autonomie fiscale à travers notamment, pas seulement, mais la taxe sur le foncier bâti, enfin la part qu'ils en perçoivent, mais qui, paradoxalement, n'avaient sur les politiques publiques qu'ils conduisent qu'une maîtrise qui n'est plus majoritaire, puisqu'aujourd'hui, entre 60 et 70% des dépenses des départements sont décidées dans leur modalité par d'autres que les départements. Et puis, on avait jusqu'ici les régions, qui, elles, en revanche, ont des politiques publiques qui sont un peu moins encadrées que celles des départements, donc elles ont une latitude. Si j'ai envie, avec mon président de région et avec la majorité régionale, d'investir sur un réseau ferroviaire, alors que normalement, ça n'est pas ma compétence, je peux le faire. Personne ne m'empêchera de le faire. En revanche, en matière fiscale, l'autonomie des régions est très faible. Pour la région Grand Est, ça doit être 6%. C'est-à-dire 94% des recettes qu'elle perçoit, elles ne décident pas de leur taux, puisqu'à part le cheval vapeur et un petit bout de TICPE, il n'y a quasiment rien dont on décide réellement du taux. Donc on n'a pas la capacité, si on voulait faire encore plus, sans arbitrer entre des priorités publiques, de pouvoir jouer sur le levier de la fiscalité. Ça, c'est, voilà, pour dire tout à fait. Donc la région a de l'autonomie dans la décision, mais elle n'en a pas dans les outils dont elle peut disposer. Alors ça, c'est les règles du jeu, c'est l'État, c'est des normes nationales. Il faut les avoir en tête. Mais derrière, après, comme Monique le souhaitait, c'est qu'on est sur le projet que vous allez proposer, que vous construisez. Et alors après, dans cette règle du jeu qui est très très contrainte financièrement, qui est très normée dans ses règles avec ce que Gérard-François Dumont appelle la schématite aiguë et tout cela, comment on redonne de l'air, comment on construit à quelques semaines des municipales et après de l'épisode intercommunal, comment on fait du projet de territoire. Alors, sur la question des rapports entre communes et intercommunalités sur lequel tu m'interrogeais tout à l'heure, moi je suis partagé entre deux choses. C'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles, dans mon agglomération par exemple, on a effectivement dit non au transfert des pouvoirs de police parce que ça apparaissait comme pas très logique.
Et en même temps, moi je suis élu d'un territoire et maire d'une ville qui était la seule ville de France de plus de 20 000 habitants avec Cannes et Gap à être en zone blanche intercommunale jusqu'au 1er janvier 2014. Parce qu'il y avait une politique de blocage systématique sur le plan local de construction de l'intercommunalité. Et heureusement pour moi qu'à un moment donné, la loi a forcé à constituer ces intercommunalités, parce que sinon on en serait toujours à financer avec les impôts de 21 000 personnes des équipements qui servent à 80 000 personnes. Et ça, on ne peut pas continuer. Les gens ne vivent plus aujourd'hui comme ils vivaient autrefois. C'est ça la justification de l'intercommunalité. Quelle est la personne, même dans une ville comme Nancy, qui naît à Nancy, je crois que le maire de Nancy est né à Laxou, qui naît à Nancy, qui étudie à Nancy, qui étudie à Nancy, qui travaille à Nancy, qui ne consomme qu'à Nancy, qui ne voyage qu'à Nancy, et dont les enfants ne vont vivre et étudier et travailler qu'à Nancy. Personne. Tout le monde, et je prends là l'exemple volontairement d'une grande ville. Et a fortiori, quand on se déporte dans des plus petites communes, évidemment, le temps où on essaie, où on étudiait, où on travaillait, et on élevait ses enfants et on ne consommait que dans une seule commune, il est derrière nous. Donc c'est ça la justification de l'intercommunalité. Il ne faut pas le perdre de vue, parce qu'à un moment donné, parfois à vouloir trop assouplir, on risque de donner des armes à ceux qui veulent détricoter un petit peu ce maillage-là, parce que c'est leur intérêt. Et dans le même temps, c'est vrai, il faut qu'on réfléchisse à la manière de formaliser les pactes majoritaires de début de mandat, parce que c'est là que ça se joue. C'est ça qui est important, c'est qu'on trouve dans ce moment un peu à la fois très court, qui vient dans les 3 semaines qui suivent l'élection des municipalités, ce moment très court et en même temps décisif, il faut qu'on puisse se dire, construire, être amené à construire des pactes territoriaux qui assurent que chacun s'y retrouve. Et ça n'est pas facile. Est-ce qu'il faut encadrer cela réglementairement? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il faut obliger, par exemple, dans les intercommunalités qui n'y sont pas obligées aujourd'hui, à pratiquer la parité? Ça, en revanche, j'en suis convaincu. Ça n'est pas une obligation dans les exécutifs communautaires des agglomérations, par exemple, mais il faut que ça le devienne. Voilà ce que je pouvais dire, mais il n'y a pas de méthode magique pour construire un projet de territoire. C'est d'abord la capacité à donner de la liberté aux élus qui leur permet de construire le projet qui est le plus adapté. Alors, sur tous ces sujets, qui veut réagir, proposer, témoigner? Les micros circulent. Qui souhaite intervenir? Alors, s'il n'y a pas de bande d'intervention, on va aller au-delà de nos frontières et justement avec le témoignage qui concerne un pays qui a une forte culture d'autonomie locale, j'allais dire de civilisation urbaine, oui, parce que les villes des Pays-Bas ont structuré ce pays. Alors la relation avec l'État central est un peu différente de ce que nous décrivait Gérard-François Dumont. Chez vous, Michel Schaeffer, je rappelle que vous êtes aujourd'hui conseiller en innovation et économie circulaire, mais que vous êtes ancien membre du comité des régions et vous avez aussi été vice-président de région en charge notamment d'économie, d'enseignement et d'Europe aux Pays-Bas. C'est correct. Et aux Pays-Bas, lorsqu'on perd les élections, on quitte la politique. Donc j'ai quitté la politique il y a 2 mois, n'étant pas été réélu comme vice-président. On peut retourner comme élu dans le Parlement régional, mais ce n'est pas la coutume chez nous. Donc, chez nous, les carrières politiques... Parlez bien dans le micro. Chez nous, aux Pays-Bas, les carrières politiques sont plus courtes qu'en France. Donc 8 ans, c'est beaucoup. Alors, vite caractéristique, les Pays-Bas ressemblent à la France parce que Napoléon est passé chez nous et a laissé une constitution. Donc la constitution néerlandaise a globalement les mêmes schémas de pensée que la France, mais sur un canevas de république fédérale, parce que les Pays-Bas ont été une république fédérale entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Donc c'est un peu un mix, donc je reconnais beaucoup de débats. Et puis ce sont les cités qui ont fait ce pays. Pardon ? Ce sont les cités et les provinces qui ont fait ce pays. C'est les provinces unies, oui, voilà. Donc moi je suis d'une province de Gueldre qui a 998 habitants, donc elle est vieille, 1000 ans. Il y a aussi une province qui en a 50 parce qu'elle a été créée sur la mer. Donc il y a beaucoup de thèmes qui sont comparables et contrairement à l'image des Pays-Bas, les Pays-Bas ne sont pas un pays homogène. Donc il y a une très forte concentration urbaine à l'ouest qui donne des problèmes entièrement différents que dans le nord, le sud-ouest ou l'est, où il y a également, comme en France, un exode rural, les talents qui vont vers les villes. Et il y a encore une réalité un peu allemande, donc d'un noyau industriel à Eindhoven-l'Est,
qui est très proche de l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, avec l'artisanat très fort. Donc c'est 3 pays en un pays. Et un des thèmes que je vois chez vous aussi, c'est que avec les grands enjeux, la mise en place d'une politique locale se fait en fonction des caractéristiques locales. Donc l'éolienne à l'est des Pays-Bas, c'est différent qu'à l'ouest. Une politique de formation professionnelle, chez nous en Gueldre, où il y a un fort secteur industriel, ça a des accents différents qu'à Amsterdam, où il y a une forte industrie de services, par exemple. Donc les Pays-Bas ont suffisamment de marge de manœuvre pour régionaliser, et c'est aussi un besoin que je sens ici. Deuxième élément important, j'ai vu ça dans le témoignage de Chalut, c'est qu'au niveau local, on peut intégrer des financements, on peut intégrer des problématiques et avoir une approche cohérente. Et là aussi, c'est important de réaliser ça. Et un grand enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut organiser des politiques à un niveau où il y a une légitimation démocratique, donc il y a un contrôle des citoyens. Là, une grande différence les Pays-Bas et la France. Aux Pays-Bas, on trouve qu'une commune de moins de 8000 habitants, vraiment, c'est vulnérable. La plus petite commune des Pays-Bas, 1600 habitants, et les voisins essayent de l'accaparer. Donc, la commune a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'habitants. Donc, les budgets municipaux des Pays-Bas, ensemble, pour 17 millions d'habitants, c'est 50 milliards, par rapport à 100 milliards. Non, mais pour un pays qui est 4 fois moins grand que la France, les communes néerlandaises ont 2 fois plus d'argent. Donc elles ont des moyens plus solides, elles ont un appareil plus solide. Et elles ont plus de compétences et de compétences directes, des compétences moins partagées avec l'État. Elles ont plus de compétences et également, là c'est une différence avec la France aussi, elles ont plus de liberté dans l'exécution des compétences. Donc la constitution néerlandaise indique que la gestion locale est ouverte. Donc ça donne beaucoup de marge de manœuvre aux élus, en dialogue avec les électeurs, de déterminer comment faire une politique sociale, comment faire l'assistance à la jeunesse, comment mettre en place un zoning industriel. Donc là, il y a comme une différence qui pourrait être intéressante à voir, parce que à ce niveau-là... Et vous avez néanmoins des politiques correctrices, ce que David Valence a appelé de la justice, ce que... Jean-François Dumont évoquait comme des politiques d'aménagement qui sont donc de rééquilibrage sur le territoire ou peu? Bon, les pays sont un pays radin. Donc, lors de la crise économique, le gouvernement n'ayant pas suffisamment d'argent, elle a énormément décentralisé vers les provinces et les communes par manque d'argent et par manque de compétences. Donc, maintenant, on a un champ où l'État est de nouveau sain, on a une bonne politique macroéconomique, une dette publique de 45% du PIB, donc c'est très convenable. Mais l'État, c'est un peu quand même licencié. Enfin, il s'est décapabilisé. Donc, en fait, sur l'aménagement du territoire, l'État n'a plus vraiment de compétences et de connaissances. Donc c'est les régions, les provinces qui ont maintenant la compétence, les connaissances, les fonctionnaires, les contacts avec les locaux. Et nouvelle évolution, maintenant sur un nombre de problèmes, l'eau, l'habitat, les oiseaux, la nature. Les provinces sont en relation directe avec l'Europe. Donc là, il n'y a plus de cadre national. Les provinces interprètent le cadre européen, à l'allemande en fait. Donc il y a une évolution. Autre élément important, on a parlé d'électricité. C'est un peu une curiosité. Aux Pays-Bas, les compagnies d'électricité étaient la propriété des provinces. Alors un pays libéral a privatisé. Donc ma province, qui a 2 millions d'habitants, un budget de 800 millions par an, soudain nous avons vendu notre entreprise d'électricité. On a 4,6 milliards d'euros de capitaux. Donc effectivement, une voie de chemin de fer, bon, c'est possible. Et on l'a fait. Mais aussi, on a aussi le problème que si on aménage... le public local. Voilà. Oui, mais on a le même problème qu'en France. Lorsque nous, comme province, nous faisons une nouvelle voie ferroviaire, donc on la finance, et ensuite on doit payer l'entretien à l'État. Donc là, c'est ce qu'évoquait Jean-Luc Boeuf. Alors, justement, on a beaucoup bricolé. Dernière question, et puis après, justement, on passera la parole à Daniel Chassaing sur la ruralité. Est-ce que, justement, il y a aussi une politique rurale particulière? Vous disiez aujourd'hui l'État se désengage, mais est-ce qu'à ce moment-là, ce sont les provinces qui viennent en appui de la ruralité? Est-ce que c'est une ruralité offensive qui se porte bien, ou une réalité où les services s'éloignent, où on serait aménagé, du moins conduit vers la mer, vers Amsterdam, ou comme toutes les populations dans le monde qui vont vers l'urbain et vers la mer? Oui. Bon, c'est relatif à leur réalité. Aux Pays-Bas, les citoyens sont inquiets quand il y a un hôpital à plus de 25 km. Mon père habite dans la Creuse, Limoges, c'est 86 km.
Un élément. Deuxième élément, chaque village aux Pays-Bas a encore un magasin de vélo. Dans les Pyrénées, j'en ai vu 3. Donc, l'échelle des problèmes en France aux Pays-Bas est différente. Mais les villages sont des gros villages. Hein, chez nous, les villages sont des gros villages. Néanmoins, ce gouvernement-ci, qui a une forte composante chrétienne-démocrate et chrétienne, a redécouvert la ruralité. Donc maintenant, effectivement, il y a des plans qui sont mis en place par région, et d'abord pour les régions en problème, pour effectivement adresser l'exode rural et pour adresser la qualité des services. Et l'approche chalut est un peu l'approche dominante, mettre ensemble les différentes composantes dans un bâtiment et d'enlever les parois entre les silos. Merci Michel Schaeffer pour cet éclairage. Alors justement, je vous interrogeais sur la ruralité, c'est parce que Daniel Chassaing, comme sénateur de la Corrèze, et qui est aussi donc auteur de propositions sur la ruralité, dans le cadre de ses responsabilités aussi au mouvement radical, cohésion des territoires, ruralité, comment aujourd'hui on fait cette politique dans le contexte qui a tellement évolué de la décentralisation à la française? Oui, alors, si vous voulez, d'abord, on peut dire qu'il y a deux ruralités. Il y a une ruralité périurbaine et une ruralité au-delà, à 30 ou 40 km, qui est, on peut dire, hyper rurale. Et c'est cette ruralité qui est en difficulté et qui va être en difficulté si rien n'est fait. Parce que, pour reprendre ce qu'a dit le maire de Tours, c'est dans des endroits où on ne peut pas avoir de voiture électrique, si vous voulez. On nous avait dit, le gouvernement avait dit, il faut faire des voitures électriques, subventionner les voitures électriques. D'abord, il n'y a pas de borne et en plus, les personnes ne pourraient pas se le payer. C'est juste un exemple, si vous voulez. Alors, je pense que le parti radical, eh bien, c'est bien incarné ce mouvement par notre président. Pourquoi ne serait pas quand même adapté au développement de la ruralité par la solidarité? Alors, en rural, je pense qu'il faut... alors, certains, ce matin, indiquaient que finalement, il fallait peut-être supprimer les départements. Moi, je ne pense pas, parce qu'on a des communautés de communes en hyper rural qui ont moins de 10 000 habitants, si vous voulez. Moi, je suis dans une communauté de communes qui a un peu moins de 6 000 habitants. Voilà. Alors, c'est une communauté de proximité. Certains diront, bon, mais c'est complètement idiot de faire des communautés de communes comme ça. Mais lorsqu'on est à 50 km de Limoges et 50 de Tulle, comment on peut être avec Limoges ou avec Tulle? Voilà. Donc je pense qu'en rural, il faut un soutien de la République plus fort, afficher une volonté plus forte d'équilibre et d'aménagement du territoire et réaffirmer le rôle primordial des maires. Bon, ça a été dit par le maire de Chalut, le maire de Bourges. Bon, j'y reviens pas. Je pense qu'il faut assurer l'égalité des chances par l'éducation, l'accès à la culture, aménager bien sûr le territoire dans ce secteur en développant les associations. Parce que les associations, ça va être recréer le lien social et ça c'est très important et maintenir le maillage scolaire, avoir aussi des services pour l'enfance, donc ça c'est l'aide du conseil départemental et de la CAF, et maintenir le plus possible des écoles dans les villages. Je dois dire que les radicaux sous la Troisième République, j'ai vu Henri Queuille, qui est un Corrézien, eh bien, ils ont fait une politique admirable dans ce sens. Alors, mais c'est surtout, je voudrais intervenir en ce qui me concerne pour l'économie. La République doit davantage aider l'économie rurale. Alors, bien sûr, ça doit être adapté et solidaire, bien sûr, pour que les lieux déshérités de la République puissent quand même conserver les emplois. On m'a dit tout à l'heure, j'ai entendu dans le cadre du numérique, quelqu'un qui disait finalement, dans l'hyper-rural, il n'y a que des personnes âgées, il y a la télémédecine. Mais non, s'il n'y a que des personnes âgées, on va vers une désertification. Ça veut dire que dans les territoires d'élevage où il y a une chute énorme des revenus et où il y a une chute énorme de la population qui travaille dans l'agriculture, il faut créer des emplois dans les TPE, dans l'artisanat. Et donc pour cela, bien sûr, il faut aider l'agriculture. Avec, ça a été dit, la PAC, j'ai entendu tout à l'heure un agriculteur qui est intervenu, et surtout qu'on ait les mêmes normes en Europe, dans tous les pays. Parce que dans mon département, on fait une serre à tomates qui est complètement écologique, puisqu'elle est chauffée par de la chaleur
qui est consommé lors de la brûlure des déchets ménagers. Donc c'est complètement écologique et on ne va pas pouvoir faire de tomates entre décembre et février, alors qu'aux Pays-Bas ou en Allemagne ou en Espagne, on pourra donc le faire. Donc et avoir les mêmes choses et ne pas faire rentrer en Europe des produits qui n'ont pas les mêmes qualités sanitaires. Je crois qu'il faut défendre aussi notre élevage. Ça fait partie, on peut le dire, le Parti radical peut aussi défendre notre élevage, qui est un élevage, si vous voulez, fait complètement de façon raisonnée et qui a des produits extrêmement sains. On parle de Alors bio. justement, là, dans cette affaire, on voit aussi qu'on peut sortir de l'opposition urbain-rural, ce que André Rossino appelle l'alliance des territoires. Il y a eu les contrats de réciprocité et on voit aujourd'hui de belles expériences avec des territoires ruraux qui vont être axés dans une contractualisation. On a beaucoup parlé de la nécessité de contrats. Et par exemple, le pays de Florence qui va travailler avec la métropole de Toulouse pour faire de l'approvisionnement, pour créer des marchés locaux, ou de la même façon la ville de Nantes avec la Vendée. Est-ce que c'est des choses qu'il faut proposer? Est-ce que c'est des choses qui... Lorsqu'on est près d'une métropole, c'est possible. Lorsqu'on est très éloigné et que le département n'est pas très peuplé, on fait des circuits courts, on peut faire de la diversification, mais attention, l'agriculture bio ne fait pas... alors, tout à l'heure, ça a été dit, dans les collectivités, il faut effectivement aménager les marchés pour pouvoir fournir dans les collectivités. Il y avait 80% qui étaient importés, ça c'est bien, mais en tout cas, c'est marginal par rapport à la production dans le département. Je voulais parler de l'artisanat des TPE, si vous voulez. Ça, c'est absolument très important. La République doit soutenir les projets, les initiatives de création en milieu rural par des aides concrètes. À mon sens, il faut aussi, comme ça a été dit, donner plus de souplesse de la nôtre, mais avoir des aides de l'État régional aux communes pour l'immobilier d'entreprise, ce n'est pas le cas. Maintenir, amplifier les aides régionales, mettre dans des endroits ciblés où il n'y a pas beaucoup de population des zones ZRR avec des aides significatives pour l'emploi dans les zones franches, et avoir, pour moi, un sous-préfet développeur par le département pour les zones très rurales. Appel à plus d'État, mais peut-être aussi... qui va travailler avec le département, la région, la CCI. Et j'appelle pour cela... Mais ce qu'on a vu aussi tout à l'heure avec le responsable des affaires publiques de Google, c'est que le numérique aussi pouvait permettre à des collectivités rurales de monter un petit écosystème de développement. On parlait de l'hébergement touristique, mais ça peut être aussi du soutien au commerce avec aujourd'hui des producteurs qui vont vendre aux urbains par Internet. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'espace coworking, tiers-lieu, donc oui, ça c'est bien. Favoriser l'économie sociale et solidaire aussi, mettre en place dans les bourgs-centres ce qui avait été fait avec le ministre Jacques Mézard pour les communautés, pour les cœurs de Action ville. Cœur de ville. Oui, et donc je terminerai un petit peu par la santé. Je pense que la réforme des études médicales va dans le bon sens avec l'augmentation du numerus clausus, mais je pense qu'il faudra plus de stages en milieu rural. Alors, on avait fait, dans la commission des affaires sociales, on avait fait un amendement dont j'étais l'auteur avec le groupe LR et le groupe socialiste, pour qu'un étudiant en médecine en dernière année de troisième cycle puisse pratiquer en ambulatoire 6 mois lorsqu'il y a des carences en médecine. Ça peut être en périurbain, mais en rural. Donc je pense et là que aussi des belles expériences dans votre département. Les maisons de santé, bien sûr, ça, on en a parlé, j'en parle pas. Quelque chose qui est aussi important, qui paraît maintenir avec les départements les sapeurs-pompiers volontaires qui jouent un rôle formidable dans les urgences, parce qu'il n'y a plus de médecins qui font des urgences, il faut quand même le dire, si vous voulez. Et développer les services, ça a été dit par la ministre, aux personnes âgées, et développer aussi les services des urgences, mais aux personnes âgées qui n'ont pas assez de bras dans le budget soins pour prendre en charge leur dépendance. Merci Daniel Chassaing. Alors peut-être y a-t-il des questions maintenant à ce niveau de notre débat. Voilà. Jean-Jacques Curiel. Alors c'est peut-être pas sur la ruralité que le Parisien... À l'issue de cette formidable journée de réflexion,
et de tenue dans une salle comme celle-là. Permettez-moi de vous lire ces 4 lignes écrites il y a 25 ans et qui concernent les territoires et qui ont fait partie lors d'un congrès radical. Nous connaissons tous parfois les excès du jacobinisme qui ont montré que l'État n'hésite pas à laminer parfois les particularismes locaux. Une proposition avait été faite alors il y a 25 Parle bien ans. dans le micro, Une Jean-Jacques. proposition avait été faite alors il y a 25 ou 30 ans. Nous demandons, je disais, que soit reconnu formellement le droit à la différence et en particulier le droit pour les collectivités locales de se doter de statuts et d'installations propres dans les limites fixées par la Constitution et par elle seule. C'est peut-être encore 25 ans après, pas appliqué, mais toujours d'actualité. Le deuxième aspect qui concerne effectivement aussi les collectivités et qui n'a pas été abordé parce que c'était difficile, il est vrai, de le faire rentrer dans ce cadre-là, concerne un autre aspect très très important. Nous savons tous ici qu'aux côtés de la diplomatie traditionnelle d'État à État et des relations ministérielles bilatérales, il existe une autre forme de politique tout aussi importante et productive qui est la diplomatie des villes. Et pour avoir participé, et notamment en ce qui concerne un certain nombre de jumelages très réussis, et je pense notamment au jumelage fait par la ville de Nancy avec l'ensemble des autres collectivités. C'est tout l'intérêt de ces jumelages qui ont le mérite de rapprocher les édiles et les habitants de 2 villes situées dans des pays différents. Comme l'amour, l'amitié, naturellement, a besoin de preuves. On apprend à se connaître, à travailler ensemble sur des projets concrets. Ils concernent un périmètre délimité et elle regroupe les synergies, les ressources humaines, matérielles et technologiques. Les expertises de chacune des villes concernées sont le meilleur gage d'un développement durable de cette amitié. Cette politique, et là j'insiste parce qu'elle a été vraiment expérimentale, des villes peut également revêtir une triangulation intelligente, pour reprendre une expression chère à André Rossino et à Laurent, qui est celle, par exemple, lorsqu'elle implique, par exemple, 2 grandes universités et une ville, comme ce fut le cas de Nancy, qui s'appelle la triangulation intelligente de ces jumelages. Ces accords permettent, par exemple, à des étudiants en fin de scolarité dentaire de venir passer 6 mois dans une ville et réciproquement. Les jumelages sont donc une nécessité. Il convient de développer et de les multiplier et de les dynamiser. Ils font partie intégrante de la politique étrangère d'un pays, car ils sont l'expression d'un partage, le témoignage d'une aventure commune et le symbole d'une véritable amitié dont chacun des habitants de chaque commune peut en être l'ambassadeur extraordinaire. Merci Jean-Jacques. D'autres... voilà, le micro va circuler. Bonjour, j'aurais une remarque et une question. La question est, j'ai été très intéressé par ce que disait Michel Schaeffer sur l'autonomie des villes aux Pays-Bas. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en France, dans le cadre d'une nouvelle loi de décentralisation, on pourrait étendre la faculté des communes à, par exemple, privatiser une partie de leur patrimoine immobilier ou autre pour financer la création d'infrastructures? On voit très bien que dans certaines communes, on se plaint de la fermeture de gares, de voies de chemin de fer ou d'autres services qui étaient publics jusque-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça dans le cadre d'une nouvelle loi de décentralisation? Je ne sais pas, c'est une question. Et puis la seconde question, c'est pas une question, c'est une remarque. C'est sur la question des déserts médicaux. Et moi, je suis toujours assez surpris qu'on laisse autant de latitude à mes confrères médecins sur leur possibilité de s'installer. Et je ne comprends pas qu'on ne passe pas un conventionnement sélectif, parce qu'il y a une vraie question de discrimination de traitement pour nos concitoyens dans les zones rurales. Et je ne crois pas que maintenir des secouristes, des pompiers volontaires, remplacera un jour les médecins. Et il faudrait peut-être que les élus demandent des mesures un peu plus autoritaires. Voilà, merci. Ok, on va prendre d'autres interventions. Non, mais voilà. excusez-moi, je voudrais répondre. Attendez, on va voir, parce que c'est la dernière intervention et dans le même sens. Merci. C'est quelques remarques suite à ce débat. Donc d'abord, je me situe, puisque je suis maire d'une commune, président d'une interco et conseiller départemental. Et moi, j'ai quelques remarques à faire. Je remercie d'abord le recteur Dumont sur, j'ai trouvé très intéressant, cette opposition entre les schémas et les projets. Et on le voit, je trouve qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'important. En revanche, moi, je siège aussi à la commission de l'intercommunalité de l'AMF. Et il faut que les élus et les futurs élus, on assume aussi certaines choses. On demande constamment à l'État
de nous lâcher un petit peu les bretelles pour pouvoir être plus libres, et on demande en permanence de nous fixer des règles lorsqu'elles nous arrangent. Pour ce qui est de l'intercommunalité, moi je suis président de l'intercommunalité, je peux vous assurer qu'on a des développements économiques sur un vaste territoire et qu'on délègue aux maires, aux élus de proximité, la responsabilité de ce développement économique des petites zones. On peut tout à fait le faire. On ne peut pas reprocher, certes, dans un cadre où le président de l'Interco assume, mais on peut tout à fait s'organiser pour le faire. Je sais qu'il y a certaines intercommunalités qui n'ont pas, par exemple, de commission des maires, où tous les maires sont autour de la table pour le dire. Mais ça, c'est de la volonté des élus. Il faut que les élus le fassent. Alors après, on réclame à l'État. C'est un peu dommage que ça soit l'État qui soit... La commission de l'AMF réclame aux parlementaires d'obtenir que ce soit imposé. Aujourd'hui, on peut le faire. Et il faudra que les élus prennent leurs responsabilités. On a un vrai débat municipal qui va se lancer. Les candidats dans leurs communes doivent aussi assumer le fait qu'ils auront un élu qui siégera dans l'intercommunalité et qui devra assumer ses responsabilités plutôt que se cacher et toujours dire ce qui ne va pas, ça dépend des autres. Je pense qu'il faut savoir l'assumer, ça c'est possible. Pour ce qui est aussi du PLUI, on est en train, nous, de refaire un PLUI-H sur un vaste territoire. Plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà. Alors, oui. J'habite la plus belle communauté de communes de France, dans un très beau territoire. On a des territoires différents. C'est dans le Beaujolais. On a un Val-de-Saône avec des infrastructures du développement économique. On a le Beaujolais rouge qui produit du vin. Et on a aussi un Beaujolais vert qui est dans la montagne. On fait des secteurs. Rien ne nous empêche de faire des schémas de secteurs et de pouvoir faire un PLUIH commun qui permet après d'avoir dans l'intercommunalité des agents qui peuvent traiter des dossiers, ce que ne peuvent pas faire des tout petits territoires. Notre Beaujolais vert, c'est 4000 habitants. C'est un vaste territoire, mais c'est 4000 habitants. Ça n'a pas les ressources nécessaires pour le faire. Et je pense que si on veut le faire intelligemment et de façon participative, on peut le faire. Il ne faut pas qu'on tape toujours sur la règle. Elle existe et elle nous permet de faire certaines choses. Je pense d'ailleurs que la loi sur la réforme territoriale qui a fait des métropoles, des communautés d'agglomération, des communautés de communes, était assez bien faite. Simplement, je pense qu'on a fait des communautés d'agglomération qui ne regroupent pas des zones agglomérées, mais qui veulent être très grandes autour d'une agglomération. Je crois que ces espaces un peu plus vastes doivent être des communautés de communes où on a plutôt à avoir un aménagement de l'espace, aller chercher de la proximité, alors que la logique d'une agglomération est de concentrer. Et puis ensuite, les métropoles, de jouer un rôle qui soit différent. Qu'on découpe bien les territoires, je pense que ce serait important, et ça vient de la responsabilité des élus. Je voudrais dire à Daniel Chassaing, à David Valence, que je ne crois pas que l'intercommunalité était faite pour mutualiser les moyens, puisque la fiscalité commune, elle existe avec la fiscalité du département, avec la fiscalité des régions. Elle était faite pour donner des moyens supplémentaires sur un territoire. Une commune toute seule ne peut pas faire de l'aménagement du territoire et du développement économique. En revanche, regroupée à plusieurs, elle peut le faire. Pour ce qui est du sénateur Daniel Chassaing, j'ai bien entendu que vous vouliez garder les départements parce que les petites communes seraient loin de Limoges, par exemple. Sauf que le département, que je sache, il siège quand même à Limoges. Tulle, il siège à Tulle, en Corrèze. Donc, vous avez la même distance que s'il y avait une seule intercommunalité qui siège aussi à Tulle. Donc, l'argument, enfin, je pense qu'on peut en discuter. Moi, je crois qu'il faut profiter, en revanche, de cette possibilité de faire des communes nouvelles avec des communes déléguées. Les communes déléguées ne doivent pas être des sous-produits de la réforme territoriale. Je pense qu'il faut une certaine taille pour gérer la complexité qui est transférée maintenant aux collectivités. En revanche, et ça demande tellement de temps d'ailleurs que lorsqu'on est élu, on y passe beaucoup de temps et on perd de la disponibilité pour avoir un vrai contact de proximité régulier avec la population. Et les maires délégués, des communes déléguées, peuvent avoir ce lien en étant déchargés d'une partie administrative qui est transférée à la commune nouvelle qui rassemble ces intercommunalités. Je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse et que dans un projet d'aménagement de territoire, c'est important. Mais en revanche, on avait créé les départements pour qu'on fasse en une journée à cheval, qu'on aille d'un bout à l'autre. Je veux dire,
l'espace et le temps, grâce au progrès de la science que nous soutenons, ont changé et il faut aujourd'hui avoir une vraie réforme territoriale. Merci. D'autres demandes d'intervention? Combien il y a de mains qui se lèvent? Qu'on sache un peu pour gérer le temps. Alors, il y en a deux de ce côté. Non? Bon, bah, allez-y alors. Allez-y. Je travaille dans le milieu rural. Et juste un petit commentaire qui peut amener à des réflexions. La réalité de voisins qui sont en famille aujourd'hui, grâce au numérique, ils peuvent accéder à des recherches, des services publics et autres grâce à Google. La culture se génère maintenant essentiellement grâce à Wikipédia. Ils ont un gîte qu'ils louent grâce à Airbnb. Les grandes surfaces sont très loin. Amazon, heureusement, livre à domicile tous les produits du monde entier. Et puis, pour finir, le cinéma, maintenant, est arrivé grâce à Netflix dans le monde rural. Eh oui, voilà comment le monde change. Mutation, disons-nous tout à l'heure. Éric Guillaumin, de la Fédération du Vaucluse, et je suis élu sur une agglomération du Luberon. Je m'interroge sur la difficulté que les collectivités ont à s'organiser sans l'État pour définir des projets de territoire très opérationnels, et je me réfère à ce qui avait été fait il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait les pôles d'excellence ruraux. Il y en a eu, moi j'en avais monté plusieurs, il y en a eu 2 sur le Luberon, mais j'en avais aussi monté un en tant que consultant, 2 en Haute-Savoie, qui ont marché très bien. Et je rappelle que l'idée était assez simple, c'était sur des thématiques transversales, par exemple tourisme et services, environnement et services, habitat, choses comme ça, de définir des projets très opérationnels. Il fallait que ces projets soient finançables dans un délai court, c'est-à-dire qu'ils soient prêts, relativement prêts, et qui pouvaient à la fois apporter des financements à des projets publics et privés. Et ça a été, pour les 4 que j'ai vécus, et 2 sur le Luberon, remarquable dans les faits et très efficace au niveau de la mobilisation des territoires et de l'économie. Et depuis, je ne vois rien de la sorte, ni organisé. On a parlé tout à l'heure d'Action Cœur de Ville, hein, c'est de la contractualisation plutôt ville moyenne. Et puis il y a la même chose aujourd'hui, des contrats bourgs ruraux, avec cet esprit de contractualisation. Oui, mais juste un mot, sur le Cœur de Ville, ayant travaillé dans une autre vie pour les foncières de la grande distribution, dans les cœurs de ville, on oublie souvent ce qui se passe autour des cœurs de ville, alors qu'il y a un groupe de travail qui associe les opérateurs, la grande distribution, l'État et les collectivités qui veulent justement pour travailler sur enjeux du commerce périphérique et centre-ville. Donc on a encore saucissonné les choses et on oublie que dans certains cas, je prends le cas de Cavaillon, Pertuis, au Nordex, ces secteurs-là, où les supermarchés ont été gagnés par la ville. Donc les problématiques ne sont plus des oppositions. Enfin voilà, c'est des enjeux. Il faut avoir une approche transversale et à mon avis, c'est ce qui manque. Merci aux uns et aux autres. Alors il y a des enjeux généraux et puis il y a des questions précises. Il y a un enjeu général qui est celui, et qui en plus est très cher au cœur des radicaux, qui est celui des libertés locales. Quand on nous dit jusqu'à ce qu'on peut faire, comment on le fait aujourd'hui, et comment aussi on peut faire vivre de l'intercommunalité, nous dit ce maire, sans attendre tout de la loi et tout de l'État. Cette culture des libertés locales aujourd'hui, comment la faire vivre ? En reposant la problématique de la façon la plus simple possible, la commune, aujourd'hui, dans notre État unitaire et centralisé, est le seul échelon qui a la capacité, en disposant de la clause de compétence générale, de pouvoir faire des choses en s'entendant ensemble, sans avoir besoin de repasser par une loi et par l'État. Donc ça, c'est en le posant de façon très simple, pour le côté terrain. Pour le côté vue d'en haut, aller jusqu'à l'autonomie locale jusqu'au bout et déterminer des règles définies soi-même, ça veut dire être en capacité que l'État, au niveau central, accepte qu'on passe directement de la Constitution à la décision locale. On tourne autour du pot depuis 20 ans, de colloque en colloque, de conseil d'État en conseil constitutionnel ou autre. Je ne suis pas certain que l'État, au niveau central, accepte ce genre... Ça s'appelle un euphémisme, ça. Je ne suis pas certain. Voilà. Donc pour moi, pour la commune, par rapport en plus à toutes les interventions qui ont été faites, elles ont la capacité de le faire. On passe après à l'interco. À l'interco, je voudrais revenir sur un élément qui est source d'une critique facile aujourd'hui en termes de décision. Les intercos ont créé beaucoup d'emplois, il y a de la redondance de compétences, et tout cela est du gaspillage d'argent public. Je rajouterai peut-être 2 nuances. La première, c'est que les compétences des intercos de 2019 n'ont rien à voir avec les compétences de 92.
c'est-à-dire que toutes les compétences dans le respect de l'environnement au sens le plus large possible ont été quasi exclusivement confiées aux intercos. Ça a nécessité des compétences et des moyens supplémentaires. Troisième élément, pour les autres niveaux de compétences de collectivités locales, je serai plus restreint, voire plus sévère, sur leur capacité à faire quelque chose, notamment pour les départements et les régions, ne disposant plus de cette clause de compétence générale. En revanche, à l'intérieur de leur champ qui est donné par l'État, leur latitude est extrêmement large. Donc voilà, pour faire simple, la commune a la capacité de faire son pacte communal avec son interco sans nécessité d'un texte supplémentaire. Les départements et les régions, c'est plus compliqué, et vouloir espérer à court terme une norme créée au niveau local qui ne passe pas par la loi, ça me paraît compliqué. Gérard François Dumont. Oui, je voulais revenir à tout ce que vous avez posé dans le débat, et en particulier la question du PLUI que vous avez évoqué, monsieur. Je crois qu'il faut préciser, parce que ça, c'est malheureusement mon expérience qui me l'a appris, puisque j'ai été haut fonctionnaire, c'est que dans ce pays, il n'y a pas de continuité du service public de l'État. C'est-à-dire ce qu'un recteur peut décider aujourd'hui, le recteur qui est nommé après lui peut décider le contraire. Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne les préfets. Donc ce n'est pas parce qu'un jour, comme me le disait un président de conseil départemental, quand il y a un nouveau préfet qui est nommé, je sollicite une audience, il me reçoit, je prends la température de ce préfet, soit je me rends compte que c'est quelqu'un d'ouvert, d'intelligent, de souple, de connaissant bien les territoires et je suis heureux, soit je vois que c'est quelqu'un de rigide qui ne pense qu'à appliquer la loi de la façon la plus bête possible et j'attends 2 ans d'avoir un nouveau préfet. Bon, donc ça, c'est un véritable problème dont les Français, d'ailleurs, à mon avis, ne sont pas conscients. Alors, la question de l'intercommunalité, il faut quand même rappeler que les communes sont autonomes, en gros, depuis 1884, mais l'intercommunalité, ça commence en 1890. Donc, il faut quand même arrêter de nous croire que c'est quelque chose, de nous faire croire que c'est quelque chose de nouveau. Les CIVU sont créés en 1890. Donc, ça fait plus d'un siècle, nettement plus d'un siècle aujourd'hui, que les communes savent travailler ensemble à chaque fois que c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que vous rappeliez, monsieur, dans la première intervention, que le Parti radical avait demandé le droit à la différence. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas le droit à la différence. Jean-Jacques, c'est pour toi. C'est l'obligation de différence. Parce qu'on a créé pas moins de 4 formules d'intercommunalité. Communauté d'agglomération, communauté de communes, communauté urbaine et métropole. Comment voulez-vous que les citoyens s'y retrouvent ? Faisons un sondage auprès des Français pour leur dire est-ce que vous habitez une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, une communauté de communes ou une métropole. Je crois que vous allez être extrêmement déçus du résultat. Bon. Donc je plaide à chaque audition où j'ai l'honneur d'être auditionné au Parlement pour dire qu'il faut une loi qui définisse un principe général d'intercommunalité et ensuite, chaque intercommunalité s'organise en fonction de ses réalités. Tout simplement parce que, si je prends la Bretagne, que je ne veux pas vanter particulièrement, mais il y a effectivement une tradition de travail en équipe qui est beaucoup plus forte que dans le sud-est français, qu'on le veuille ou non. Donc, le résultat de tout ceci, et ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que mon étude des intercommunalités, qui a débouché notamment sur mon livre sur les territoires français, ça a été notamment de mettre en évidence que nous avons 3 types d'intercommunalités. Et il n'y en a qu'une que le Parti radical doit valoriser. Le premier type d'intercommunalité, c'est l'intercommunalité centralisatrice, où en fait on a des dirigeants qui ne pensent qu'en centraliser le maximum de décisions au niveau de l'intercommunalité. Et là on tombe dans la supracommunalité, qui n'est pas l'intercommunalité, parce qu'on s'éloigne du territoire et de la proximité et de la compréhension des personnes. Le deuxième type de gouvernance intercommunale, eh bien, c'est lorsque, oui, il y a un préfet un jour qui a décidé qu'il fallait se mettre ensemble. Bon, on n'avait pas d'intuitif personnel, on n'avait aucune envie de se mettre tous ensemble autour d'une table, mais puisqu'on y est, eh bien, partagons-nous les bouts de gâteau que nous avons. Donc c'est l'intercommunalité consensuelle.
Donc on se met d'accord pour que chacun ait un petit bout du gâteau, mais en fait cette intercommunalité, elle n'a pas de projet. Et elle a d'autant moins de projets que c'est l'État qui l'a décidé, alors qu'on aurait très bien pu imaginer de dire aux régions, écoutez, organisez chacun dans vos régions les intercommunalités. L'État n'est pas plus doué que le conseil régional pour organiser l'intercommunalité. Enfin, la troisième intercommunalité, celle qu'il faut valoriser, vous l'avez citée, monsieur, je vous en remercie, c'est l'intercommunalité subsidiaire. Heureusement, il y en a un certain nombre, mais elles sont minoritaires aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'intercommunalité qui, pour chaque problème qui est posé, choisit le niveau le meilleur pour mettre en œuvre les décisions liées à la nécessité de satisfaire le bien commun des habitants. Merci. Daniel Chassaing. Et on va revenir alors sur cette question et notamment aussi de l'organisation des politiques de santé sur le rural et l'interpellation qui était faite tout à l'heure. Oui, juste un mot quand même sur la pertinence des communautés de communes de proximité. Lorsque les communes d'agglo sont XXL, les petites communes qui sont très éloignées ne se sentent plus concernées du tout. Alors donc, par contre, vis-à-vis de la région, on peut faire un PETR et contractualiser aussi avec la région. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers, je voudrais signaler qu'à partir du samedi midi jusqu'au lundi, eh bien, il n'y a pas de médecin de garde. Il y en a qui vont recevoir à domicile, à leur domicile, c'est-à-dire au cabinet, mais il n'y a pas de médecins de garde qui vont faire les urgences, pour le savoir, la nuit non plus. Et en rural, il y a souvent des ambulances qui sont sur un secteur très important, et lorsqu'il y a de la prise en charge des urgences, c'est-à-dire le SAMU gère l'appel, et quand c'est urgent, il y a des sapeurs-pompiers. Heureusement qu'il y a des sapeurs-pompiers. Donc c'est très important. Je suis pour que le département reste, parce que vu de la région, je pense qu'on supprimerait une grande partie des sapeurs-pompiers. Donc c'est pour ça que je l'ai il faut souligner que c'est de la citoyenneté, que c'est des volontaires et que c'est des citoyens engagés. On termine aussi avec la question de l'autonomie communale qui était adressée à Michel Schaeffer en particulier. Il y a deux éléments importants. Il y avait les questions sur l'immobilier aux Pays-Bas. Ce qui est important, c'est que chaque autorité a le premier droit d'acheter quelque chose qui est la possession d'une autre. Donc lorsqu'un État ferme une caserne, la commune est la première qui peut faire une offre pour acheter. Donc ce que beaucoup de communes font, c'est effectivement racheter les patrimoines de l'État, les redévelopper, les revendre. Donc c'est une activité importante des communes. Mais c'est important d'avoir ce genre de lien que en fait, le pouvoir public a le premier droit de redévelopper et pas les pouvoirs privés. Autre observation sur les intercommunalités, c'est un sujet très, très délicat aux Pays-Bas, mais aux Pays-Bas, une commune en moyenne est membre de 17 intercommunales. Oui, des syndicats intercommunaux. Ou de syndicats et de tous les modèles. Et parfois, il y a des modèles thématiques. Et parfois, le modèle où la province est le secrétariat de l'intercommunalité, ou bien la province et l'intercommunalité, donc fournit un service de support aux communes. Ça fait un spaghetti énorme, donc un échevin, donc un adjoint numère. Chez eux, c'est pas le millefeuille, c'est le spaghetti. C'est le spaghetti, ou un patchwork. Donc en moyenne, un adjoint numère doit siéger dans 5 ou 6 intercommunales, avec des partenaires différents en fonction des sujets. Alors là, un élément intéressant, en Allemagne par exemple, en Allemagne, on peut former des intercommunales, du moment que c'est la Kreis. Donc on peut organiser une coopérative, mais c'est l'échelon supérieur qui gère le système. Pour moi, politiquement, ce serait le modèle. Parce que c'est ingérable pour un échevin, donc un adjoint numère, pour gérer 17 différents modèles. Et c'est aussi un débat qu'aux Pays-Bas d'en dire, bon, utiliser la province, qui n'est pas trop loin, comme modèle intercommunal. Dernière réflexion que là, je partage avec la Corrèze. Il est important d'avoir une action locale, mais il faut aussi la solidarité. Moi, j'ai fait un projet pour Aubusson. Aubusson voulait promouvoir la tapisserie au niveau mondial, mais son budget économique est de 15 000 € par an. Moi, mon fille de consultant, c'est 150 € par jour, et c'était donné. Ils n'ont pas les moyens pour faire une action. Donc l'action d'Aubusson sur la tapisserie n'est que faisable s'il y a une solidarité territoriale, que Limoges est prêt à payer, ou Paris est prêt Bordeaux à payer. Maintenant, c'est le nouvel Bordeaux, maintenant Bordeaux. C'est loin de la Creuse, hein, Bordeaux.
Et l'autre élément aussi, bon, on peut organiser que les écoles dans la Corrèze mangent le bio des fermiers de la Corrèze, mais c'est le partage de la pauvreté. Donc il faut aussi organiser, d'une part, effectivement, la dynamisation des PME sur le terrain. On a gagné un prix européen comme province l'année passée, mais il faut aussi mettre en relation avec le reste du monde. Il faut que les Corréziens exportent, parce que sinon on reste dans la pauvreté. Donc c'est les deux éléments qu'il faut organiser. L'enracinement local, mais également l'exposition à la France au moins, mais à l'Europe encore mieux. Merci beaucoup, Michel Schaeffer. Je me tourne vers notre présidente de séance, Monique. Oui, simplement un mot. Moi, je voudrais vraiment vous remercier tous pour la qualité des débats que nous avons eus cet après-midi, particulièrement sur cette dernière table ronde qui va nous donner à réfléchir et qui va nous permettre effectivement de continuer à travailler à Rold au sein de l'atelier notamment. Et je voudrais vraiment, avant que nous en terminions, donc appeler, parce que c'est important, nous n'avons pas fini, il y a encore un certain nombre d'intervenants, Grégory Berkowitz pour l'atelier qui va nous présenter les propositions et Nathalie Delattre, voilà, parce que nous avons à tirer les conclusions donc, de ce que nous avons. Voilà, Grégory et Nathalie nous rejoignent. Et ensuite, bien sûr, la parole sera donnée à Jean-Marc Gabouty. Voilà. Et je voudrais féliciter Monique Boulestin pour le très gros travail qu'elle a fait. Effectivement, on peut applaudir Monique qui a organisé tout cela. Voilà, mais vous restez avec nous là pour l'instant, sauf ceux qui ont des trains à prendre. Allez, on commence avec les travaux de l'atelier, avec Grégory Berkowitz, donc sur ses propositions, peut-être au pupitre, oui. Chers amis, d'abord merci effectivement à tous ces intervenants qui nous permettent, à Frédéric, Harold et moi-même et tous les membres de l'atelier, de nourrir nos réflexions et de poursuivre le travail accompli en vue, comme l'a dit Harold ce matin, de proposer rapidement des pistes pour des propositions concrètes pour le nouveau manifeste radical dont Harold parlait ce matin. Le sujet qui a été traité brillamment est un sujet pour autant très sensible. Et d'une certaine manière, je vois le sénateur Daniel Chassaing s'éloigner. Eh bien, entre nous, je suis ravi, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, parce que les propositions que nous avons formulées sont des propositions qui sont à ce stade des pistes de réflexion, des débats posés, mais qui ont déjà et d'ores et déjà entre nous animé de très vifs échanges sur la boucle et les boucles de l'atelier. Alors pourquoi d'abord ce sujet est-il un sujet qui crée autant de passion ? Parce que la France est un pays un peu particulier et l'aménagement du territoire, qui est, alors les techniciens disent très peu polycentré, est surtout très étalé. Et nous avons une culture commune, même si 80% d'entre nous vivent en ville, qui est une culture profondément attachée à la ruralité. On dit parfois que chaque Français a un grand-père ou un arrière-grand-père paysan, et en tout cas, on a un imaginaire collectif qui est la France des villages. Et on est très attaché à ça. Et pourtant, cet aménagement du territoire dont je parlais à l'instant, étalé, est une difficulté. D'abord parce que l'étalement urbain est un fléau économique. On y reviendra tout à l'heure. Un certain nombre de revendications fortes et légitimes portées par les élus nombreux des territoires ruraux. Je rappelle qu'il y a beaucoup plus d'élus proportionnellement dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains, par habitant. Ces demandes légitimes, encore une fois, se heurtent à un problème de financement. Le coût public des infrastructures et des services par habitant en France est une difficulté à laquelle aujourd'hui nous devons faire face avec un peu de réalisme. J'y reviendrai tout à l'heure quand on appelle l'État au secours, quand les collectivités appellent l'État au secours, alors même que l'État est aujourd'hui beaucoup plus pauvre que ne le sont les collectivités. Et puis surtout, c'est un fléau écologique, l'étalement urbain. Et d'ailleurs, juste un mot, j'ai découvert qu'Alain Juppé, ancien maire de Bordeaux, avait déclaré récemment que l'étalement urbain était la pire chose qui soit pour un territoire en termes de développement durable. Eh bien, j'ai découvert sur ce point que nous étions d'accord. Dernière remarque d'analyse, le périurbain, qui sont les zones qui se développent le plus en France,
ces dernières années, ce périurbain est pour l'essentiel peuplé d'urbains qui vivent en milieu rural, ce qui fait effectivement une demande de services beaucoup plus forte qu'auparavant. Alors, face au constat qu'il faut éviter, autant que faire se peut, à la fois d'opposer les villes et les villages, mais aussi ne pas croire que l'ennemi des villages, ce sont les métropoles. Aujourd'hui, ce sont les centres-bourgs et les villes moyennes qui souffrent le plus, paradoxalement, de l'étalement urbain, parce que c'est là qu'il faudrait pouvoir consacrer des moyens qui sont aujourd'hui éparpillés sur notre territoire. Alors comment faire face, encore une fois, à des moyens que l'État n'a plus? Nous sommes dans un État qui aujourd'hui a un niveau d'endettement qui n'est pas exactement celui de nos amis néerlandais. Face à des collectivités locales qui ont aussi atteint les limites de leur relative richesse passée, eh bien, au sein de l'atelier, on a essayé de promouvoir quelques pistes qui, encore une fois, n'ont pas fait totalement consensus, mais qui traduisaient en tout cas certaines propositions. D'abord, que les collectivités, les territoires investissent plus dans des offres de mobilité que dans des infrastructures de transport. Il faut acter qu'aujourd'hui, la mobilité est avant tout un service, que le numérique a changé en ce sens beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, les investissements qu'il faut porter, il faut les penser en termes de mobilité des citoyens, des habitants, des usagers et plus en termes d'infrastructures de transport. La deuxième proposition que nous formulons, et c'est d'ailleurs cette première formule une orientation aussi pour les lois évidemment sur la mobilité. Garantir l'accès à tous et quel que soit le territoire aux deux points les plus essentiels que sont les télécommunications et la mobilité. Nous n'aurons plus des services publics pléthoriques en proximité de chaque habitant en France, nous le savons tous. On peut espérer avoir une école d'e-commerce, un hôpital et une piscine dans chaque commune de France. Mais c'est une illusion. En revanche, il faut organiser la réalité économique qui est la nôtre et pour ça, donner à chacun la chance de pouvoir accéder à ces services. Télécommunications et mobilité, c'est notre deuxième proposition et c'est la deuxième priorité sur laquelle nous souhaitons travailler. La troisième proposition, c'est d'investir le plus massivement possible dans les bourgs intermédiaires, dans les villes moyennes, dans les petites villes qui constituent des pôles de structuration et des pôle de centralité pour les territoires ruraux. Et en ce sens, la proposition de Daniel Chassaing a été en partie entendue, puisqu'il y a, comme il y a un plan Action Cœur de Ville, un plan Action Cœur de Bourg qui est en préparation. Quitte, je le dis tout net, à voir disparaître, par manque d'investissement, certains micro-territoires qui n'auraient plus la taille permettant de servir autres que les populations qui font le choix, évidemment, d'y demeurer. Mais en tout cas avec des services qui seraient, eux, relocalisés dans l'immédiate proximité de ces centres-bourgs. Et puis revoir la gouvernance locale en donnant les moyens et les compétences aux régions et aux intercommunalités. Il y a eu un grand débat là-dessus. Laurent Hénard, tout à l'heure, en parlait. Avec des modalités d'élection qui soient ancrées sur des territoires de proximité. Alors, est-ce que c'est une élection directe ? Ça a été une question que nous nous sommes posée. Est-ce que c'est, comme le proposait le président Laurent Hénard tout à l'heure, l'absorption des départements ou la création des communes nouvelles ? Alors les communes nouvelles, c'est formidable, mais aujourd'hui, on le voit bien, il faudra 100 ans pour restructurer le territoire national en communes nouvelles à l'échelle des intercommunalités, surtout que les intercommunalités, et ça a été dit tout à l'heure en table ronde, ce ne sont pas que les établissements publics, c'est aussi beaucoup de CIVU et de CIVOM. Voilà les 4 propositions qui sont formulées par l'atelier. Merci de votre attention. Merci Grégory. Nathalie, c'est à toi. En fait, vous savez, je suis un peu idée fixe, donc je reviens vers vous par rapport à ce que je vous disais ce matin. C'est vrai qu'on a des grands principes, on travaille sur effectivement des grands objectifs et dans nos ateliers. Maintenant, moi, mon souci, c'est de le traduire en proposition de loi et en amendement. Par rapport à ce thème, nous avons un texte qui nous arrive, moi je repars dès mardi, mercredi à Paris, puisque nous commençons
à la commission des lois les auditions sur le projet de loi du gouvernement et de Sébastien Lecornu en particulier, sur ce projet de loi qui s'appelle « Engagement et proximité », qui se voulait être le correctif, ou alors au départ, le texte de la décentralisation. Bon. Et puis, depuis, on a appris qu'il y avait un texte Gouraud et puis un texte Lecornu, c'est-à-dire qu'on commence à saucissonner l'approche de la décentralisation. Le texte Lecornu a été présenté comme étant celui qui allait corriger les irritants de la loi NOTRe. Bon. Et comme tu l'as dit, Jean-Marc, très, très justement, quand on lit le texte, alors là, ça paraît épais, mais c'est parce qu'il y a l'étude d'impact. Donc, en fait, par rapport à chaque article, bon, il y a des références très nombreuses. Mais quand on lit les quelques articles, en fait, on est assez déçu. Il y a 4 titres. Donc, il y a un premier titre qui est sur les relations entre la commune et l'intercommunalité. Et rappeler, et ça, je crois, c'est important, hein, rappeler, remettre... Je m'amuse toujours avec cette expression, l'église au milieu du village. Chez les radicaux, c'est toujours... Ah, voilà. Ou la mairie au milieu du village. Tu as raison, je vais dire ça maintenant. Tu as raison, merci. Merci, David. Donc, donc, de rappeler qu'effectivement, l'intercommunalité est bien au service de la commune. J'aperçois Henri, j'ai travaillé ce texte tout cet été avec Henri. Merci Henri de ton aide, et je sais que tu vas continuer à être à mes côtés sur ce texte. C'est important aussi d'avoir la vision des jeunes, mais celle des élus et de tous aussi. Donc, on a ce premier chapitre qui parle de ça. Puis, il y a, par exemple, un deuxième titre qui est « Renforcer les pouvoirs du maire ». Donc ça, on s'est dit chouette, parce qu'il y a quand même plein d'idées. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec 2 articles, qui est un sur la possibilité par rapport au péril imminent de pouvoir mettre des astreintes journalières. Bon, ça bien, ça peut étoffer un peu les caisses de la commune. Et le deuxième sur la fermeture des débits de boissons 2 mois maximum. Bon, on se dit qu'en fait, il y avait eu un projet, un article au début sur l'élagage qui a disparu. Donc on se dit qu'en pouvoir de police des maires, on doit pouvoir faire plus concret. Donc j'imagine que vous avez des demandes sur, pour ceux qui sont concernés, l'autorisation de défricher, sur... l'actualité a été triste par rapport à ça, mais la police des déchets. Et donc, voir comment, par exemple, les gardes particuliers qui sont bénévoles pourraient être insérés dans ces pouvoirs de police. Bon, voilà, il y a une liste. Alors moi, j'ai une liste très concrète. Et c'était un petit peu aussi le sens de cette intervention. Par rapport à cette loi engagement et proximité, il nous faut des propositions très concrètes par rapport à ce que vous vivez en tant qu'élu, en tant que citoyen. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et quels sont les correctifs que vous souhaitez que nous puissions apporter. Je le dirai demain dans le discours. C'est vrai que c'est une loi qui manque d'ambition, et nous, les radicaux, on a de l'ambition pour cette loi et on a envie de proposer beaucoup d'amendements, et nous commençons à y travailler avec mes collègues. Alors, il y a Nathalie, sur concret, un point en particulier aussi, qu'on appelle pudiquement les conditions d'exercice des mandats locaux qui tiennent au statut de l'élu. Oui. Alors sur le statut, voilà, il y a deux autres chapitres. Donc le premier, je vous ai dit, c'est les relations avec la commune. Le deuxième, les pouvoirs de police du maire. Le troisième chapitre, c'est simplifier le quotidien du maire avec quelques articles sur, par exemple, alors Yves Rebaud, que vous avez entendu vendredi, quand vous avez fait la formation des maires, est assez triste de voir qu'on va rendre le conseil de développement facultatif. Donc, bon, il y a des choses comme ça qui sont réintroduites par le texte, où... par exemple, ça c'est intéressant, c'est de dire que l'on peut, en cas de catastrophe naturelle, déclencher l'aide du département. Vous savez qu'aujourd'hui, l'aide économique n'est plus possible pour un département. Et quand il y a une catastrophe
naturelle, Sébastien Lecornu, qui l'a vécu dans un département, dit eh bien moi j'aimerais le généraliser, j'aimerais que le département puisse remettre la main au pot pour aider à remonter une entreprise qui est importante pour un secteur du département. Oui, mais alors quand on sait les délais de catastrophes naturelles, on a encore pas mal de questions par rapport à ce texte, où il y a quelques articles intéressants, et puis il y a le statut. Alors, à l'origine, il y avait une partie indemnitaire des élus, puisque engagement et proximité. Dans l'engagement, comment peut-on revaloriser aussi l'engagement des élus par les indemnités? Ce volet a disparu, sera certainement réintroduit par amendement, mais aujourd'hui, les différentes associations d'élus locaux ne se sont pas mises d'accord. Donc, dans quelle mesure, effectivement, on va pouvoir réintroduire? Il y a des mesures intéressantes. On reparle de la VAE, mais bon, la VAE, on sait très bien, par exemple, que par rapport à une université, si vous avez, par exemple, fait partie de la commission des lois pendant des années, eh bien, l'université, c'est pas pour autant qu'elle va vous donner l'équivalent de pouvoir devenir avocat du jour au lendemain. Alors que pour certaines matières, vous avez certainement une très bonne connaissance. Mais on sait le verrou qu'ont les universités, le texte, aujourd'hui, part sur un grand principe, mais on a du mal à savoir comment il va déverrouiller. Le droit de garde, enfin voilà. Bon, il y a quelques approches, mais c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup plus ambitieux. Il y a un amendement. Moi, parce qu'ici, à Bordeaux, c'était le sens de l'intervention. Ici, nous avons une expérience très positive que nous avons menée depuis des années sur la médiation territoriale. Nous avons un médiateur qui, quand les élus ont du mal à expliquer ou à convaincre du bien fondé d'une décision municipale, quand effectivement l'administration a du mal à expliquer et qu'il y a un recours, eh bien, nous avons un médiateur qui, effectivement, fait particulièrement bien son travail et a de très belles réussites. Donc, très peu d'affaires sont judiciarisées et nous avons instauré un dialogue de qualité avec nos concitoyens. Bien. Il fait partie d'une association, l'association des médiateurs territoriaux, la MCT, qui a souhaité que nous travaillions sur une proposition de loi. Donc, j'ai travaillé avec eux sur cette proposition de loi et au départ, le groupe RDSE, puisqu'il s'agissait d'une proposition de loi pour les villes de plus de, je crois que j'avais mis 60 000 habitants, m'a dit oh bon, non, on ne voit pas l'intérêt, nous on est tous représentants de territoires ruraux, donc on ne comprend pas bien. Bon, très bien. Sur ce, les gilets jaunes sont arrivés. Et je leur ai dit, écoutez, je pense qu'on nous fait remarquer quand même, avec beaucoup de bruit, qu'on manque de proximité, qu'on manque d'instances de dialogue. Donc je pense que notre proposition de loi, elle pourrait être importante dans l'articulation de nos communes et du dialogue que l'on peut recréer avec nos citoyens. Et donc le groupe a accepté effectivement que nous l'inscrivions dans la niche. Nous avons fait un travail intéressant. J'ai fait un gros travail avec le rapporteur et accepté plusieurs modifications, notamment parce qu'au départ c'était obligatoire. Mais bon, parce qu'on a envie de se dire que c'est utile, comme on sait que ça marche, on a envie de l'imposer quelque part pour que ça démarre. Bon, et on l'a rendu facultatif. Mais c'est un travail qui a été salué, et notamment par Daniel Agacinski, qui travaille pour France Stratégie, qui avait cette mission de regarder un peu ce qui se faisait comme médiation. Alors c'est énorme, c'est une montagne la médiation, on médie dans pas mal de domaines. Et moi je lui dis, on a juste la prétention de mettre une première pierre. Il y a des textes éparses, de les réunir et de les consolider. Donc c'est ce qu'on a fait, on a rappelé des principes simples, à savoir la gratuité du service, l'indépendance, donc quelqu'un qui n'est pas jugé parti, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être élu. On peut avoir été un ancien élu, c'est souvent le cas, mais pas être élu en exercice, puisqu'on a le cas sur une commune, et médiateur. Donc, rappeler ces fondamentaux, et puis dire que ça, c'est important, ça a un intérêt, c'est que la médiation est suspensive, c'est-à-dire que le temps de la médiation
le recours est suspensif, ce qui est quand même un outil très intéressant. Et rappelez que si vous pensez qu'effectivement la médiation, le recours à la médiation est abusif, eh bien, il faut savoir que les deux parties doivent être d'accord pour rentrer en médiation. Donc si la commune pense que c'est pour gagner du temps, eh bien, elle peut décider de dire non, moi je ne rentre pas en médiation. Et on s'aperçoit que le temps du dialogue dénoue très souvent les situations. Et du coup, le texte a intéressé le ministère de la Justice, puisque nous diminuons bien évidemment la judiciarisation. Et de fil en aiguille, ce texte a été voté à l'unanimité par le Sénat. Et Sébastien Lecornu m'a proposé de l'intégrer dans le projet de loi engagement et proximité. Donc je compte continuer à faire du lobbying et y arriver. J'espère qu'à l'Assemblée nationale, on ne détricotera pas trop l'amendement médiation territoriale. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'en parler à certains d'entre vous qui avaient des médiations ou savoir si dans vos communes cela vous intéresserait. Donc grâce à ces retours de terrain très concrets, grâce à ces expériences, eh bien voilà ce que nous pouvons faire, nous, parlementaires. Parce qu'encore une fois, quand on nous dit « mais quel est votre avis, vous, parlementaires ?» Et moi, j'ai juste envie de vous dire « qu'est-ce que vous voulez qu'on porte aussi ?» C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est vos expériences et qu'on puisse, grâce aux véhicules législatifs, les montrer en exemple et pouvoir les insérer dans des lois. Donc, j'ai essayé de le faire avec la médiation territoriale. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. Mais en tout cas, voilà, vos contributions sont essentielles à la vie législative aussi du parti. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Et il est déjà là, donc Jean-Marc Gabouty qui va conclure cette convention des territoires. C'est une tâche un petit peu difficile, alors je ne vous ferai pas de résumé, ni de synthèse, de toute façon elle serait partisane. Et puis il faut dire que ça a été tellement riche que voilà, il est difficile de vraiment faire une conclusion, en tout cas elle n'aura qu'un caractère provisoire. Si je faisais un résumé de l'analyse de l'évolution de nos institutions en ce qui concerne les collectivités locales, son organisation et les rapports avec l'État, ce qu'on a fait depuis 15 ans, je l'appellerais « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Parce que la complexification qu'on a introduite est un gage. David parlait de David Valence. Ah ben non, il s'en va. Alors, pour ça, bon. Attends, je vais parler de toi. David Valence parlait d'efficacité. Lorsqu'on fait des structures complexes, on va à l'encontre de l'efficacité. Alors Pascal Blanc a bien rappelé le rôle irremplaçable du maire et de la commune, capable d'innovation, de réactivité. On a eu les exemples d'Alain Brésaudy. Pour les problèmes locaux, le citoyen s'adresse à son maire. Il s'adresse à son maire même pour ce qui n'est pas de sa compétence. Et il lui dit, vous vous débrouillez, on vous a élu, même si c'est la compétence du département, de la région, de l'interco, l'interlocuteur, c'est le maire. Mais il ne faut pas que le maire devienne, à la fin, quelqu'un qui reçoit toutes les demandes, qui n'a aucun pouvoir et qui devient un assistant social de territoire. Ce n'est pas le rôle du maire. Voilà. Donc il faut pas le départir, disons, d'un pouvoir et d'un pouvoir réel. Donc David, qui est parti, avait bien posé les questions sur comment on peut exercer les compétences, qui doit faire quoi. C'était une question d'efficacité de nos politiques publiques. L'exemple de la formation professionnelle était de reprendre la formation professionnelle était le bon, mais pas tout à fait précis, parce qu'en réalité, l'État, dans le projet de loi sur de la loi Pacte, a ramené la formation professionnelle plutôt en direction des professions, notamment dans la définition des référentiels. Ce n'est pas l'État qui reprend, c'est l'État qui prend une partie de ce qu'il avait confié aux régions et qui le donne aux professions et aux interprofessions, ce qui, pour des raisons techniques, me paraît mieux adapté à la réactivité que nous devons avoir en matière de formation professionnelle. Je ne ferai pas de dégagement sur, je dirais, tous les emplois très qualifiés qui sont occupés par des travailleurs détachés parce qu'on n'a pas su avoir la formation adaptée dans notre pays. Je pense que ce qui n'a pas été évoqué ou a été évoqué peut-être par François-Henri Dumont, c'est le respect du principe de subsidiarité. L'échelon de proximité doit être, à chaque fois que cela est possible, l'échelon de décision. Donc il a évoqué les absurdités du cadre dans lequel nous évoluons en termes de décentralisation et d'intercommunalité.
Et le constat que nous avons fait, en dehors de la complexité, c'est que nous sommes depuis 15 ans dans une phase de centralisation. À chaque fois qu'il y a eu des transferts de compétences, les transferts de compétences ont été des transferts de compétences du bas vers le haut. Ça, c'est pas de la décentralisation. Quand on va du bas vers le haut, c'est l'inverse de la subsidiarité, je dirais, qu'on appelle de nos voeux. Avec des règles rigides, avec une politique de métropolisation qui est présentée comme une évidence inéluctable du développement économique et du bonheur humain. C'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle. On veut modéliser. Il n'y a pas de modèle unique. Quel est le département de France qui a le moins de chômage et qui a le taux de croissance le plus élevé? C'est un département qui n'a pas de TGV. C'est un département qui n'a pas de métropole. Et c'est un département dont la plus grosse intercommunalité ne dépasse pas les 50 000 habitants. Deuxième département en termes de croissance et dans les 3 premiers en termes de taux de chômage qui est inférieur à 5%. C'est la Vendée. Donc vous voyez bien, non, il n'y a pas de TGV en Vendée. Non, il roule, voilà, il va à Nantes. Mais je rappelle que La Roche-sur-Yon, c'est 100 km de Nantes. Donc on n'est pas dans la sphère métropolitaine. Hein? Je pense pas. Enfin. Alors les Sables-d'Olonne, 100 km. Il y en a un des deux qui a 100 km. C'était une des deux. Il y a 2 intercos de 50 000 habitants. C'est l'interco d'Olonne. C'est très intéressant de voir qu'il y a du développement hors métropole et qu'il y a du développement quand il y a des projets et qu'il y a une culture du développement. Je ne dis pas que les métropoles, il n'y a pas de développement dans les métropoles. Bien sûr qu'il y a du développement dans les métropoles. Bien sûr qu'on a besoin de métropoles. Mais ce n'est pas le modèle unique. Je veux dire voilà, on peut avoir d'autres modèles de développement et des modèles en fonction des richesses et de la configuration du territoire. Donc ça, c'est je dirais que c'est effectivement un élément. Je reviens sur l'aspect aménagement du territoire, simplement une parenthèse pour rappeler, si vous voulez, que alors Grégory, là, je dirais, est venu au secours du gouvernement, quelque part, du gouvernement ou des gouvernements successifs, en disant qu'on peut faire de la mobilité sans infrastructure. Il a en partie raison, mais je crois qu'il faut les deux. On peut faire de la mobilité sans infrastructure, mais pour certains types de mobilité, je pense, si on veut refaire du fret ferroviaire, voilà, dans ta région, je te signale que ce sont des communes, alors je ne veux pas dire la couleur politique des maires, mais bon, peu importe, ce sont des communes qui bloquent une déviation ferroviaire pour desservir le port autonome du Havre. Pourquoi ? Parce que les trains de marchandises, ça fait du bruit la nuit. Alors, voilà, on est aussi dans cette situation, il faut regarder devant notre propre porte, je dirais, les erreurs qu'on peut faire. Port autonome du Havre, 4% de transit par le ferroviaire. Port autonome de Hambourg, 25% de transit par le ferroviaire. Cherchez, je dirais, l'erreur en matière de, je dirais, de transport. Alors, pour en venir à ce qu'a évoqué, Nathalie, nous sommes effectivement devant 2 projets de loi. Moi, je préfère qu'ils soient coupés en 2, Nathalie, parce que sinon, on risque de faire encore un big projet, fourre-tout, etc. Je pense que la scission en 2 n'est pas une mauvaise chose. Pour la loi engagement et proximité, je suis bien d'accord avec ce que tu as dit. C'est une loi qui va dans le bon sens, mais qui ne va pas assez loin, qui est trop timide sur l'équilibre commune-intercommunalité. Je pense qu'elle va ressortir du Sénat, puisqu'elle arrive au Sénat au niveau des commissions mi-septembre et elle passera en plénière 2e semaine d'octobre. Je pense qu'elle va sortir relativement musclée, parce qu'il faut redonner plus de liberté, plus de souplesse, plus de pragmatisme. Néanmoins, le texte tel qu'il existe aujourd'hui, il prévoit, il laisse la possibilité en tout cas de redéfinir peut-être l'intérêt intercommunal ou l'intérêt communal, comme on veut, de la sécabilité de certaines compétences qui nous a été refusée il y a peu de temps par le gouvernement représenté par Madame Gourault sur la loi eau et assainissement, qui a quand même été refusée au Sénat, ou du moins la version sénatoriale a été votée par 320 voix sur 340, je crois. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème de sensibilité politique. Et là, on était en désaccord complet avec le gouvernement, que vous le savez sans doute, je soutiens par ailleurs. Mais ce n'est pas parce qu'on soutient qu'on est obligé d'être d'accord avec tout. Alors, donc, la sécabilité des compétences, la mise en place d'un système de délégation de l'EPCI vers les communes, ça répond à des possibilités de souplesse.
l'évolution des périmètres, et on a vu récemment l'appui du gouvernement sur une loi qui permet par exemple de transformer une communauté de communes en commune nouvelle, en permettant à cette commune nouvelle de ne pas être obligée d'intégrer une intercommunalité, puisqu'elle va pouvoir, en tant que commune nouvelle, gérer les compétences communales comme commune nouvelle, mais comme c'était une ancienne intercommunalité, eh bien, elle gérera les compétences intercommunales qu'elle gérait déjà. Donc, on va quand même dans la bonne direction, mais avec quelque chose qui manque d'ambition. Voilà. Sur la loi décentralisation, on ne sait pas encore, on n'a pas encore je dirais, d'informations sur le contenu, mais je crois qu'il faut retenir le principe, si vous voulez, que lorsqu'on transfère des compétences, il faut transférer le pouvoir avec. Lorsqu'on dit que les communes ont le pouvoir de proximité ou les départements ont le pouvoir de proximité, lorsque ces collectivités, finalement, n'ont aucune marge de manœuvre et sont en position de sous-traitants de l'État, quand on fait les cartes grises, les passeports, etc., c'est pas une compétence. Je dirais qu'on est le sous-traitant, on est la PME sous-traitant de la grande entreprise qui s'appelle l'État. On travaille pour le compte de l'État et on est mal rémunéré, je dirais, pour ces tâches. Donc il ne faut pas confondre les tâches de proximité qu'on doit faire parce qu'on est là pour ça, le conseil, mais il faut qu'il y ait un pouvoir de décision. Sinon, enfin, le maire va passer pour un charlot, je m'excuse de m'exprimer ainsi, mais si à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il dit « je vais voir avec tel service de l'intercommunalité, je vais demander l'autorisation à monsieur le préfet », c'est ce que je disais, l'assistant social de quartier, je dirais qu'il va jouer un rôle peut-être de médiateur, mais qui n'aura plus aucun impact, et à ce moment-là, la fonction de maire sera effectivement dévalorisée. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, ce n'est pas un résumé, ce n'est pas une conclusion. Il faut faire attention, je dirais, un petit peu aux modes aussi. Je suis d'accord, Grégory, l'étalement urbain. Alors, il faut penser que l'étalement urbain, ce n'est pas l'imperméabilisation, disons, de tous les sols. C'est-à-dire que les gens qui ont des grandes propriétés à 20 km de la ville, ils plantent des arbres aussi, ils ont aussi des pelouses. Enfin, ils ont, je dirais, c'est pas la bétonisation. Moi, je me poserais aussi la question, si on doit refaire le chemin inverse de la concentration urbaine, comment on l'a fait pour éviter les dégâts sociaux dont on a pu faire le constat au cours des dernières décennies, parce que si l'alternative à l'étalement urbain, c'est la concentration urbaine, je crois qu'il faut réfléchir à deux fois avant de faire machine arrière. Voilà, enfin, en conclusion, si vous voulez, vous dire que la loi engagement et proximité et la loi décentralisation, ça constitue une étape décisive dans l'évolution des collectivités locales et des relations entre l'État et les élus locaux. Il n'est pas question de faire un grand soir, c'est-à-dire de revenir ni sur les périmètres des régions, ni sur le mode d'élection. Mais je crois que ce qui est important, parce que finalement on s'en fout, bon, c'est peut-être pas parfait, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, mais ce qui est important, c'est la manière dont on gère les compétences. On est aujourd'hui devant un échec financier, parce que je n'ai pas le sentiment que les différents niveaux de collectivité, régions, départements, intercommunalités et communes apportent un surplus de services et de confort proportionnel au surcoût qu'ont représenté leur inflation, y compris en termes de personnel, depuis une quinzaine d'années. Mon sentiment personnel, moi dans l'agglo que je connais bien, si jamais j'avais accédé à des responsabilités, ce qui ne sera pas le cas, donc je peux le dire assez gratuitement, je pense qu'on peut réduire de 20% le nombre de fonctionnaires de l'agglo à laquelle appartient ma commune, sans qu'il y ait aucune conséquence sur les services rendus aux habitants. Simplement, la réunionnite, les schémas inutiles dont vous a parlé notre géographe Dumont, il faut effectivement élaguer dans tout ça. Alors, nous sommes dans une étape décisive. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas, pendant ce mandat, de nouvelles lois sur les collectivités locales et la décentralisation. Il n'y aura pas de nouvelles lois d'ici la fin du mandat présidentiel et législatif. Donc, si on a des choses à introduire, il faut le faire maintenant. Il y a une réflexion qui a été engagée au niveau du Parti radical, une réflexion qui a été engagée au niveau du Sénat, une réflexion qui a été engagée au niveau du groupe RDSE, puisqu'on avait fait un questionnaire et on a un certain nombre à avoir envoyé ce questionnaire à tous les maires de notre département pour connaître leurs attentes. Donc je crois qu'on va se mettre, on s'est déjà mis, mais on va poursuivre ce travail
et on accueillera vos réactions et vos propositions bien volontiers avec Nathalie, Josiane Coste qui était là tout à l'heure, qui est là. Oui, pardon. Et d'autres parlementaires, Daniel Chassaing qui nous a quittés très provisoirement. Si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, vous nous les faites remonter, vous nous les transmettez. On essaiera d'en faire la synthèse et de travailler à l'amélioration de ce texte, même si au départ on le trouve un petit peu timide. Voilà, c'est pas une synthèse, c'est simplement un ensemble de réflexions, mais je crois que c'est important pour le mouvement radical, parce que nous sommes vraiment un parti des territoires, un parti d'élus locaux, attaché à la décentralisation, le pouvoir régional, Jean-Jacques Servan-Schreiber, attaché à l'autonomie des collectivités locales, et aussi à la proximité importante en matière à la fois d'efficacité et aussi en matière d'humanisme. Lorsque on enverra nos citoyens uniquement vers des fonctionnaires ou des plateformes et qu'ils n'auront plus un interlocuteur élu en face d'eux pour comprendre, pour dialoguer, je crois que notre société ferait, si on allait dans cette direction, un recul important. Merci.